retrouver ici à l'auditorium de la médiathèque L'Alpha de Grand Angoulême. La table ronde qui vous est proposée aujourd'hui est organisée par la MAP16, la Maison d'agriculture biologique de la Charente. Elle est une étape du rallye des fermes 2025. Ce matin, le rallye vous a conduit chez Christophe Dubois, une ferme de production et commercialisation céréales ovins. Il a parlé de son choix des races et variétés, de son projet aussi de préservation eau, polyculture, élevage et chanvre. Je crois que c'était ça. Puis Grand Angoulême et Charente-Eau ont parlé de préservation de la qualité de l'eau. Il y avait un point sur les zones à enjeu, eau, quelle gestion de l'eau en Charente, définition des enjeux, l'action mise en place, etc. À l'heure du déjeuner, en restauration collective, vous avez goûté à une alimentation saine et de qualité, avec une sauce aigre-douce quand même entre le bio en resto-co, la loi Egalim et les labellisations TBE. Agriculture, biologie, santé et environnement, c'est donc cette table ronde à l'Alpha que vous propose aujourd'hui la MAP16. J'invite Pierre Bousseau. Alors bonjour à tous. Mathieu Renaud, le président de la MAP, m'a demandé de garder ma veste parce que ça fait plus corpo, mais comme ça j'ai très chaud, je vais la faire tomber après. Donc moi je suis agriculteur, polyculteur, éleveur dans le sud Charente, donc avec des vaches, des noyers, des céréales et d'autres petits ateliers comme de la bière. Et aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'était pour aborder un sujet qui... En fait, depuis longtemps, on en parle, et puis ça fait peu de temps qu'on a l'occasion de s'en saisir vraiment. C'est-à-dire que le mix santé-environnement, même si l'agriculture biologique, historiquement, essaye de répondre à ces enjeux-là, elle n'avait pas toujours la capacité à faire exister ce sujet dans le débat public, et surtout à être en prise avec des politiques publiques très concrètes vers la population. Et il se trouve qu'il y a une initiative, il y a maintenant 3 ans, du côté de Strasbourg, prise par cette municipalité, à l'autre bout de la France, pour justement initier ce qu'ils ont appelé les ordonnances vertes. Alors, pourquoi le mot ordonnance ? Parce que d'abord, c'est parti d'un médecin, élu local, mais qui a eu cette idée de dire on a la possibilité, peut-être plutôt que de prescrire des médicaments, de prescrire des choses pour que les gens soient en bonne santé. Et ça passe par l'alimentation. Donc je pense que dans la salle, aujourd'hui, on a quand même un public de plutôt de gens concernés. Et voilà, donc je ne vais pas vous expliquer en large et en détail, mais dès le départ, en tout cas, enfin dès le départ, dès début 2024, à la MAP16, on s'est dit que là, on touchait un sujet qui était un sujet fort et qui pouvait nous aider à plusieurs titres en tant que producteur, bien sûr en tant que citoyen, parce qu'on avait envie de faire avancer ces préoccupations-là, mais aussi en tant que producteur, c'est parce qu'on veut absolument arriver à structurer des filières localement et que des initiatives comme celle-ci nous permettent, et vous allez le voir cet après-midi avec les intervenants, nous permettent d'actionner des dynamiques collectives entre producteurs sur les territoires. Donc on a tout de suite pris le manche pour aller voir la première collectivité qui s'était initiée à ça, en l'occurrence Terre de Haute-Charente, avec quelques petits aléas, mais peu importe. Et puis après, bien sûr, les intervenants cet après-midi, Grand Cognac, Grand Angoulême et les communes du Sud-Charente qui y sont allées. Merci Pierre Bousseau. Alors il y a Michel Buisson qui s'est excusé, maire de Brie, délégué communautaire à la politique de l'emploi et de l'insertion et de la santé. Il est aussi conseiller départemental référent au laboratoire d'analyse et de recherche, mais il y a des obsèques aujourd'hui dans sa commune, donc il viendra tout à l'heure sans doute. C'est Ludovic Rouette, chargé de santé à Grand Angoulême, qui le représente. Il sera là. Maud Blétex, qui est de la collectivité Grand Cognac, chargée de mission. Il y aura aussi Nicole Bonnefoy, sénatrice, conseillère départementale en charge de la commission agriculture, environnement, santé. Léa Martin, qui est inter-bio Nouvelle-Aquitaine, qui est là pour nous proposer un petit quiz avant la sieste, histoire de se réveiller un petit peu. Ensuite, Dominique Licot du centre hospitalier d'Angoulême pour nous parler là de perturbateurs endocriniens, et Louis-Adrien Delarue, le médecin dont vous avez parlé tout à l'heure, Sébastien Bruand pour Gogo Cagette et Martine Lonardi pour Paysans Charente Bio. Nous ne vous raconterons pas de salade, je ne suis pas là pour vous servir la soupe, je veux bien passer les plats de temps en temps. La question qui nous anime, c'est comment la bio agit concrètement pour notre santé. Léa Martin, vous travaillez à la croisée de ces 3 univers, santé, environnement et bio, et vous nous proposez un petit quiz. L'enjeu, c'est de tester nos connaissances sur la bio, sur
C'est ça, sur les liens entre agriculture bio, santé et environnement, sachant que ce que je vais vous présenter là comme résultat, c'est surtout basé sur les rapports de l'ITAB, donc l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, qui sont sortis en 2024. Donc c'est 4 grands chapitres, dont un sur la santé, puis aussi sol, climat et biodiversité. Voilà, je vais vous présenter les liens entre agriculture bio, santé et environnement en insistant particulièrement sur l'aspect santé. Donc, tout d'abord, en introduction, je voulais vous parler du concept One Health, ou en français Une seule santé, donc, qui travaille, c'est vraiment une approche collaborative entre les 3 santés, donc humaine, environnementale et animale. Et ce concept-là, il a pour but de mieux comprendre les liens entre ces 3 santés et de prévenir les risques sanitaires associés. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va pouvoir se poser la question de la place de l'agriculture bio dans ce concept-là. Donc, du coup, pour la partie environnement, on va voir qu'il y a des liens avec la biodiversité, le sol, l'eau, l'air, dont on parle un petit peu moins, et le climat. Donc, première question, à l'échelle d'une parcelle bio, on retrouve combien de pourcents de biodiversité en termes de nombre d'individus par rapport à l'agriculture conventionnelle? Plus 7%, plus 24%, plus 32%, ou alors il n'y a pas de différence significative? Donc effectivement, donc déjà de manière générale en lien avec l'agriculture biologique, les pesticides, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les matrices environnementales, donc elles sont toutes contaminées, donc l'eau, l'air, le sol. Et effectivement, pour revenir à notre question, à l'échelle d'une parcelle, en bio, on va retrouver plus 32% en termes de nombre d'individus et plus 23% en termes de nombre d'espèces. Donc ça, c'est notamment en lien avec la plus faible utilisation de pesticides et l'interdiction des pesticides de synthèse, en lien aussi avec la fertilisation, qui favorise la fertilisation organique et la diversification végétale. Donc en lien avec, en bio, on va retrouver moins de pesticides dans les sols de manière logique. Et donc en termes de chiffres, ça se traduit par moins 30% à moins 55% de résidus en pesticides, en bio. Donc on n'est pas à zéro, mais on a une forte diminution. Donc ça, c'est en termes de diversité de pesticides et à des teneurs moindres, donc de moins 70 à moins 90%. Concernant la qualité biologique des sols, on va retrouver dans une large majorité des études une amélioration de la vie des sols, toujours en lien avec la diminution de l'utilisation de pesticides, plus d'apports organiques et des rotations qui sont plus longues et plus diversifiées. Et enfin, sur les propriétés physiques, on a une amélioration de la disponibilité de l'eau pour les plantes. Et pour continuer sur l'eau, on a une régulation des pollutions des pesticides, avec, on en a aussi parlé un petit peu ce matin, des enjeux de protection des points de captage d'eau potable. Et donc à droite, vous allez retrouver une carte qui compare entre 2010 et 2018 les concentrations moyennes en pesticides dans les eaux souterraines. Donc on voit que la carte se fonce et qu'on ne va pas forcément dans le bon sens par rapport à cette teneur en pesticides dans les eaux souterraines. Ça veut dire que plus on va vers le nord, moins il y a de surface bio. Et compris autrement, grâce au bio, on arrive à réguler les pollutions de pesticides dans l'eau. Ouais, là, cette carte-là, elle montre vraiment la teneur en pesticides des eaux souterraines. Mais oui, on a un lien forcément avec l'agriculture bio. Et après, du coup, toujours sur l'eau, on a une régulation des nutriments avec moins 30% à moins 60% des pertes en nitrates, notamment en grande culture, qui réduisent le risque d'eutrophisation par la suite. Sur l'air, du coup, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. Donc, actuellement, on n'a aucune réglementation sur les pesticides dans l'air. Mais on a du coup notamment à l'échelle de la région Atmo Nouvelle-Aquitaine qui publie pas mal de ressources là-dessus, de rapports sur ces teneurs en pesticides dans l'air.
Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de réglementation qu'il n'y a pas de risque. On a notamment des risques liés à une exposition. Donc là j'ai pris l'exemple du prosulfocarbe, donc un herbicide largement utilisé qui est par exemple lié à des réactions cutanées. Mais donc je pense qu'à l'avenir il va y avoir davantage d'études sur ces liens entre air et pesticides notamment. Une question pour vous. À l'échelle de la parcelle, l'agriculture bio émet combien de pourcents de gaz à effet de serre par rapport à l'agriculture conventionnelle? Jusqu'à plus 15%, jusqu'à moins 10%, ou jusqu'à moins 50%, ou alors il n'y a pas de différence significative. Ouais, on a une majorité de bonnes réponses. Effectivement, c'est jusqu'à moins 50%. Je vous laisse un peu voir le classement. Hop. Donc voilà, jusqu'à moins 50% des émissions de gaz à effet de serre par unité de surface. Donc notamment en lien avec les pratiques de fertilisation, parce que voilà, donc les engrais en termes de fabrication, la fabrication elle-même des engrais produit énormément de gaz à effet de serre. Donc ça c'est d'autant plus vrai, c'est moins 50% en grande culture. Et pour rappel, donc, du coup, le Haut Conseil du climat recommande donc, d'un côté la diminution de consommation de protéines animales, une diminution de la part de l'azote minéral aux cultures et favorise aussi le développement de l'agriculture biologique. Maintenant, passons à la partie santé. Donc là, vous allez avoir plusieurs réponses possibles. Quelles sont les maladies professionnelles agricoles reconnues en lien avec l'exposition aux pesticides ? Le lymphome non-Hodgkinien, qui est un type de cancer, le myélome multiple, qui est un autre type de cancer de la prostate et maladie de Parkinson. Plusieurs réponses possibles. Il vous reste 9 secondes. Effectivement, donc c'était toutes des bonnes réponses. Hop. Ce sont en fait les 4 pathologies qui sont reconnues chez les professionnels agricoles. Et donc là, je vous ai présenté ici le rapport de l'INSERM qui date de 2021, qui est basé sur plus de 5000 documents. Et donc eux, l'INSERM, ils établissent des liens de présomption forte entre exposition aux pesticides et 6 pathologies. Donc on va retrouver les 4 qui sont reconnus chez les professionnels agricoles. Et on retrouve aussi des troubles cognitifs et en lien avec la santé respiratoire. Donc ces 6-là, c'est les présomptions fortes. Et dans ce rapport-là de l'INSERM, on retrouve aussi plein d'autres pathologies qui ont des présomptions moyennes. Donc voilà, ça c'est pour les professionnels agricoles. Autre question santé. Hormis les professionnels agricoles, quels sont les publics vulnérables à l'exposition aux pesticides, qui sont particulièrement vulnérables? En fait, on va surtout retrouver les enfants, donc en lien aussi avec les femmes enceintes, et les riverains de parcelles agricoles. Donc, à l'heure actuelle, on a plusieurs études. Donc déjà, sur côté riverain, sur l'exposition des riverains, donc logiquement, on va retrouver plus d'exposition chez les riverains des zones agricoles. On a notamment l'étude Pestirive qui est ciblée particulièrement sur les zones viticoles. Et donc voilà, on retrouve plus d'exposition aux pesticides chez ces riverains. Et en termes maintenant de pathologie, on a des associations, pour l'instant c'est au stade d'association, entre densité viticole notamment et des leucémies aiguës ou leucémies aiguës lymphoblastiques. Et donc, je vous le disais aussi, on a une population à risque qui sont les femmes enceintes et du coup leurs enfants. Donc là, on a diverses études aussi de ce côté-là, donc notamment sur les cancers, en particulier leucémie et tumeurs cérébrales. Donc là, voilà, à chaque fois, vous avez en orange en lien avec l'exposition professionnelle ou domestique de la femme enceinte ou de l'enfant. On a aussi des liens avec la prééclampsie, qui est une pathologie de la grossesse liée à l'hypertension notamment,
Donc voilà, dès qu'il y a une exposition prénatale, donc une exposition de la mère enceinte, des malformations congénitales et puis d'autres liens avec l'autisme. Et là, sur les allergies eczéma, c'est en lien avec l'alimentation, pour le coup, l'alimentation conventionnelle. Donc voilà, on a diverses études qui vont dans ce sens-là. Alors maintenant, manger bio est associé à un risque réduit de cancer du sein, obésité, maladie cœliaque, qui est une intolérance au gluten, et lymphome non hodgkinien, dont on avait parlé pour les professionnels agricoles. Alors, effectivement, il y avait 3 bonnes réponses sur 4. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de lien particulièrement avec l'intolérance au gluten. Il fallait bien un petit piège. Mais voilà, il y a des liens avec cancer du sein, obésité et lymphome non hodgkinien. Donc déjà, donc là, on parle pour la population générale. Donc pour cette population générale, l'alimentation, c'est la principale voie d'exposition aux pesticides. Et puis, donc, de manière assez logique, manger bio diminue l'exposition aux pesticides de synthèse pour ces consommateurs-là. Et donc, du coup, à côté de ça, on a plusieurs études qui ont été faites à partir de la cohorte BioNutriNet, peut-être que vous en avez entendu parler, qui sont des auto-questionnaires qui recouvrent beaucoup de personnes, de Français en l'occurrence. Et donc, ils ont étudié les liens entre les grands mangeurs, les grands consommateurs de bio et plusieurs pathologies. Donc, ils ont retrouvé un risque réduit de jusqu'à moins 50% concernant le surpoids et l'obésité, moins 34% pour le cancer du sein chez les femmes ménopausées et moins 86% pour le risque de lymphome non hodgkinien. À préciser que donc, du coup, ces pathologies-là, elles ne sont pas exclusivement liées à la consommation de bio. Donc du coup, ces études, elles ont pris des facteurs de confusion en compte pour enlever l'effet de, par exemple, l'âge, le sexe, l'équilibre alimentaire, etc. Alors, qu'est-ce que le cadmium ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que c'est un type d'engrais, un pesticide, un métal lourd cancérigène ou un additif alimentaire ? Donc effectivement, donc cette question, elle nous sert à parler des engrais, les liens entre engrais et santé. Donc effectivement, le cadmium, c'est un métal lourd cancérigène qui est littéralement classé cancérogène avéré pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc c'est des engrais, c'est un métal lourd qu'on va retrouver dans les engrais phosphatés. Et donc vous voyez à droite qu'on en retrouve quasiment 2 fois moins dans les aliments bio. Et après, du coup, toujours sur la partie engrais, cette fois-ci engrais azotés, un chiffre de Nouvelle-Aquitaine, issu d'ailleurs du programme Ressources, on a 25% des captages d'eau souterraine qui dépassent la norme en nitrate, donc qui peuvent potentiellement poser des questions sur la santé de ceux qui la consomment. Vrai ou faux ? Les antibiotiques utilisés en élevage impactent la santé humaine. Pas trop de pièges normalement. Donc effectivement, l'antibiorésistance, donc déjà qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité d'une bactérie à résister à l'action des antibiotiques. Et actuellement, c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur. Et effectivement, donc c'est l'OMS qui le dit, les antibiotiques utilisés en élevage contribuent à l'antibiorésistance chez l'humain, parce que du coup, dans cette antibiorésistance-là, on a aussi les antibiotiques que l'on mange nous. Donc voilà, c'est multifactoriel, mais l'élevage impacte cette antibiorésistance. Et toujours l'OMS recommande à l'échelle individuelle de choisir des produits d'élevage sans antibio. Et donc petit point réglementation. Donc effectivement, le règlement bio interdit les traitements préventifs, traitements antibiotiques. Et donc on a plusieurs études qui montrent que effectivement dans la pratique, on a beaucoup moins d'antibiotiques utilisés, que ce soit chez les bovins ou les poulets. Et les valeurs nutritionnelles, qu'est-ce qu'on retrouve plus en bio ? Protéines, polyphénols, vitamines et acides gras insaturés. Alors, donc sur les valeurs nutritionnelles,
Donc ici, vous voyez un tableau récapitulatif, sachant que chaque carré représente une étude. Donc par exemple, commençons par les acides gras insaturés, aussi appelés les bons gras. Donc on a des teneurs en oméga 3, dont les Français manquent cruellement dans leur alimentation. Donc on va retrouver plus d'oméga 3 dans les produits animaux, donc produits laitiers et viande. C'est aussi assez uniforme pour les polyphénols, les antioxydants. Donc on va retrouver plus en bio. Sur les vitamines, donc il y a des études qui disent qu'il y a plus de vitamines A, C, E, qui sont des vitamines antioxydantes. D'autres études montrent qu'il n'y a pas de différence. Sur les minéraux, pas grand monde est d'accord, on ne peut pas vraiment trancher. Et sur les protéines, soit il n'y a pas de différence, soit par exemple pour cette étude qui a été faite sur les céréales, on va retrouver plus de protéines en conventionnelles, ce qui peut être expliqué par l'utilisation des engrais azotés. Donc voilà. Donc ça, c'est les résultats sur les valeurs nutritionnelles en bio, sachant qu'on ne sait pas actuellement si cette différence de valeur nutritionnelle a un impact direct sur la santé. Mais à côté de ça, on a par exemple le PNNS actuel qui recommande de manger bio si on le peut. Voilà où on en est au niveau nutritionnel. Alors, question suivante. Quelle est la quantité moyenne d'additifs, donc d'additifs alimentaires, ingérés par un Français moyen? 500 grammes, 1 kg, 2 kg, 4 kg. Donc additifs, colorants, émulsifiants, etc. Sur un an. C'était 4 kilos. Ça revient à peu près à 10 grammes par jour d'additifs. Sachant que les additifs, c'est vraiment ajouté de manière infime dans chacun de nos produits. Donc en termes de réglementation, en bio, on utilise en gros 6 fois moins d'additifs qu'en conventionnel sur le règlement européen. Donc voilà, on consomme 4 kilos par an. Et donc, par exemple, une étude montre que parmi les 50 additifs les plus consommés, on en a 14 qui pourraient représenter des risques pour la santé, dont 6 qui sont autorisés en bio. Donc en fait, là, le bio, il réduit le risque en autorisant moins. Et après, il y a tout un sujet sur l'effet cocktail de ces additifs. Donc, les études, elles sont plutôt faites sur un additif en particulier pour évaluer ses risques santé, mais on ne sait pas quand on accumule la consommation de tous ces additifs, qu'est-ce que ça fait, sachant que nous, en tant qu'humains, on consomme un cocktail d'additifs. Donc, à creuser. Donc, de manière synthétique, c'est un petit peu ce qu'on a vu. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre alimentation qui est liée au bio? Donc, on a parlé des engrais avec les cadmiums et les nitrates. On vient de parler des additifs. Donc, il y a certaines familles d'additifs comme les colorants qu'on trouve notamment dans les produits alimentaires transformés des enfants, qui sont associés à des troubles du comportement, par exemple, ou certains antioxydants. Pour le coup, ceux-là sont interdits en bio, qui sont présumés perturbateurs endocriniens. On y reviendra peut-être aussi par la suite sur les perturbateurs endocriniens. Concernant les pesticides de synthèse, on va retrouver énormément de résidus de pesticides dans notre alimentation, sachant qu'il y en a qui sont soit perturbateurs endocriniens, soit CMR, donc c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction, reprotoxiques. Et on a aussi des pesticides qui sont des PFAS, les PFAS qui sont un type de perturbateur endocrinien. On a parlé des antibiotiques, et après il y a tout un sujet aussi qui ne concerne pas directement le bio, mais sur les emballages et les ustensiles. Donc voilà, avec des perturbateurs endocriniens. On trouvait ça important de le préciser pour ne pas mettre ces bons produits bio dans du plastique qu'on va chauffer. Donc voilà, si je reviens sur mon concept du début, concept One Health, donc on a tout ce qui est en lien avec la santé humaine, notamment sur nos publics vulnérables, toutes les matrices environnementales, et sur la santé animale, on a notamment parlé des antibiotiques, mais dans la réglementation, on va retrouver aussi d'autres notions autour du bien-être animal, sur l'alimentation des animaux, la densité, l'accès à l'extérieur, etc.
Ici, je vous ai mis à droite une image, une ébauche de la fresque Bio-Santé-Environnement qu'on a réalisée à Interbio, Nouvelle-Aquitaine, et qu'on propose d'animer auprès notamment de collectivités de PAT, donc pour réfléchir autour de ces enjeux de l'agriculture bio en lien avec l'environnement et la santé. Merci beaucoup. Merci. Merci Léa Martin pour ce petit quiz. Donc santé, grossesse et ordonnance verte, c'est sur ce thème-là qu'on va poursuivre cet après-midi organisé par la MAPSES avec deux intervenants que j'invite à nous rejoindre plutôt de ce côté. C'est Dominique Licot, qui est sage-femme à l'hôpital d'Angoulême, qui va nous parler, je pense, plutôt de perturbateurs endocriniens dans une chambre d'enfants notamment, et le docteur Louis-Adrien Delarue, mobilisé contre les pesticides. Mettez-vous à côté de Dominique Licot, voilà. Dominique Licot, alors on va peut-être commencer par vous. Les perturbateurs endocriniens, c'est ce qui vous préoccupe vraiment au départ pour la santé de l'enfant à naître, par exemple? Donc, je crois que vraiment ce qui a pu changer ma carrière, quand même, globalement, c'est que, en fait, les perturbateurs endocriniens incriminés font diminuer, entre autres, la fertilité. Donc, nous avons baissé la fertilité masculine, plus toutes les autres pathologies féminines, endométriose et autres, depuis un certain nombre d'années. Et quand on dit qu'on perd 1 million de spermatozoïdes par an, c'est déjà depuis les années 70-80. Donc, on en a que 100 millions au départ. Donc, on peut se poser la question, un jour, est-ce que les sages-femmes vont disparaître, puisque je suis sage-femme? Et donc, est-ce qu'on n'aura que des enfants dans des conceptions matrices extérieures, avec un tri sélectif plutôt vers le moindre, je dirais en termes de qualité du sperme? Parce qu'en fait, quand on reste dans la nature, on dépose des spermatozoïdes dans le vagin d'une femme qui gagne le combat un jour en rencontrant un ovule, et on a un enfant qui est issu d'un parcours quand même de combattant. Il a fallu qu'il fasse ses preuves. Alors quand on les met dans une petite coupelle avec un micro-climat très agréable, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, même celui qui a le flagelle qui est complètement démoli, finalement, il va peut-être tomber sur l'ovule et concevoir un enfant. Mais on a un appauvrissement certain de l'espèce humaine grâce à ça, à moins que ce ne soit vraiment une volonté globale de nous appauvrir pour qu'on ferme ou qu'on ouvre de moins en moins notre bouche. Parce que c'est transmis ça de génération en génération par le spermatozoïde, cet état de conscience de l'être humain. Alors, c'est pas que c'est transmis par le spermatozoïde, mais le spermatozoïde, pour avoir un humain, il est aussi utile que l'ovule, et il faut les deux. Donc, si la baisse de la fertilité humaine diminue, je crois que c'est vraiment très compliqué. De plus que, après, quand on est né, on est exposé, et quand on est exposé, on peut avoir là on vient avoir tout un panel de maladies chroniques potentielles qui vont amener quand même des personnes, des adultes à venir, qui vont ne plus être en bonne santé, ou le moins longtemps en bonne santé. Donc en fait, j'ai ce parcours-là, et c'est aussi un parcours qui est très intéressant, parce que au tout début, j'ai été sage-femme, puis sage-femme coordinatrice, je suis animatrice nesting, donc ça, on va voir que c'est important dans les ateliers, dans la poursuite des paniers jeunes pousses et dans les ateliers. Donc je signe des ordonnances vertes et j'intègre le programme européen Born Green Generation, puisque Angoulême est la seule maternité de France qui a intégré ce projet-là. Donc il faut dire que tout le travail qui a été fait grâce à tous nos partenaires, parce que les paniers jeunes pousses font partie et donc le maraîchage bio, l'agriculture bio, le travail intensif qui se fait sur la Charente dans ce sens, influe sur l'exemplarité que l'on a au niveau de la maternité d'Angoulême pour promouvoir la santé des mères et des enfants. Donc cette victoire Born Green, je dirais, au niveau représentativité, elle n'est pas que la mienne, que celle de l'hôpital, elle est notre victoire à tous. Et donc, je travaille aussi à faire un certain nombre de missions santé-environnement auprès de la région, en tant que sage-femme référente du réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine, donc auprès de mes collègues sages-femmes, auprès des professionnels de CPTS, auprès des CLS, etc., pour pouvoir mailler au niveau territorial. Et puis, j'ai eu une chance il y a 5 ans, c'est d'être élue.
Et là, le côté élu, elle m'a permis d'accéder à certaines choses par la commission alimentation agriculture de Grand Angoulême, par la commission santé environnement. Eh bien, j'avoue qu'on a passé une autre étape et que, eh bien, on voit le maillage qui peut se faire dans toutes ces actions. Et je pense que vraiment, c'est à ne pas oublier. On n'est pas un professionnel de santé isolé, on n'est pas un agriculteur bio isolé. Pour en revenir à, on travaille tous ensemble dans le même sens. Et toutes les collectivités qui vont adhérer et qui vont travailler sur ce sujet, c'est très important. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'on fait cette période charnière qui est celle de mon travail, eh bien c'est la période qui va de la préconception, hein, parce que on a la femme qui a son désir d'enfant, le couple qui a son désir d'enfant bien avant même de le concevoir. Si on améliore le territoire, le terrain physique, l'environnement de l'enfant à naître, eh bien, ce sera mieux. Et ensuite, bien on va jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et tout cela, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que dans cette période-là, l'exposition à des perturbateurs endocriniens, à des polluants chimiques qui vont pouvoir avoir un impact sur la cellule, sur les cellules en constitution, au niveau embryologique, au niveau fœtus, etc. Et en fait, l'enfant après, l'adolescent plus tard, eh bien, toutes ces fenêtres d'exposition-là, c'est si elles ne sont pas, l'exposition n'est pas ou est vraiment diminuée par de bonnes pratiques alimentaires, c'est le sujet du jour, bonnes pratiques cosmétiques, bonnes pratiques nettoyage des sols, environnement pour la qualité de l'air, bonnes pratiques pour les tenues vestimentaires des enfants, eh bien, tous ces éléments-là vont contribuer dans les ateliers, c'est ce qu'on leur fait, dans les ateliers nesting, on contribue à proposer, à rechercher avec les jeunes parents eh bien, des alternatives à tous ces produits polluants. Et donc, les paniers jeunes pousses font partie de cette dynamique d'alternatives très intéressante, en plus dans une dynamique de gratuité à l'heure actuelle, ce qui est passionnant pour nous. Mais ça, je laisserai Ludovic en parler. Ouais, et qu'est-ce qu'elles disent, les femmes enceintes, quand vous leur prescrivez des légumes plutôt que des médicaments ? Bon, écoutez, on ne prescrit pas des légumes comme on prescrit des médicaments, parce que les médicaments... Vous parlez d'ordonnance verte. Oui, mais le fait d'ordonnance, quand même, ça a été aussi le fait d'impliquer les professionnels médicaux. Et ça, alors là, effectivement, à Strasbourg, c'est un professionnel médecin qui a démarré, mais je pense que aussi, ce qui est l'intérêt, c'est que de faire signer une ordonnance par une sage-femme, un médecin généraliste ou un gynécologue obstétricien lorsqu'il constate une grossesse et que la dame a envie de rentrer dans ce programme, eh bien, ça veut dire aussi... tiens, il y a un truc qui existe, quoi, et elle me demande de signer le papier. Parce qu'en fait, cette réalité-là, je vous dis, moi, je l'ai acquise par le biais de Grand Angoulême. Toutes ces connaissances-là, je ne les avais pas en tant que sage-femme. Je suis diplômée de 81. Et j'ai fait cette connaissance des perturbateurs endocriniens en 2018, lors de la mise en œuvre du plan régional santé-environnement 3, sur la Nouvelle-Aquitaine. Et si nous n'avions pas été... à coquiner, je dirais, avec la Nouvelle-Aquitaine, nous serions restés Poitou-Charentes, peut-être que j'en aurais jamais entendu parler, enfin peut-être maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais vous voyez, j'avais déjà beaucoup de retard. Et j'ai été une des sages-femmes qui préconisait les boîtes roses, qui m'aimait beaucoup donner des petits cadeaux d'âme, avec des produits, je vous assure, dedans, c'était pas trop jojo. Et on était inondés, les maternités, de chimie en termes de cosmétiques. Alors là, je vous dis pas, hein, il y avait Biolane, Chlorane et les autres. Bon, maintenant, on travaille en local avec Mance, qui est le groupe Apiqueta. Enfin, c'est pas un groupe, hein, c'est une savonnière de... pas Chasseneuil... Chazelle, merci. Et cette savonnière, elle a accouché chez nous. Elle a dit, vous faites ça. On avait un produit de Limoges, de 4 ingrédients seulement. Et elle s'est dit, peut-être que je peux faire quelque chose. Et donc, elle nous a fait un savon qui s'appelle Mance et qui est à la maternité, en pédiatrie, en néonate. Et donc, c'est un exemple, parce qu'on fait une maternité exemplaire. Les parents regardent ce qu'on y fait. Ils se disent, tiens, s'ils font ça, c'est sûrement que c'est bien. Quand on ne faisait pas bien, ils faisaient comme nous et continuaient. Mais là, on a changé la donne et c'est quand même vraiment intéressant. Là, les plastiques, principalement, qui sont pour la plupart des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est une diapositive anglaise, hein, parce que forcément, maintenant qu'on est Born Green Generation, on doit absolument maîtriser l'anglais ou tout au moins se mettre à prendre des cours. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que... Enfin, intéressant, vous voyez qu'en fait...
les plastiques, ils sont partout. Ces plastiques sont des perturbateurs endocriniens. C'est une cible aussi à gaz à effet de serre, hein, quand même, dans la fabrication. Et donc, les hôpitaux sont très ciblés hein, sur leur production et de soins avec l'impact sur l'impact carbone et l'impact gaz à effet de serre sur la santé et sur la dynamique du réchauffement climatique. Donc, on en trouve dans les couches, dans les t-shirts des petits, on en trouve dans le dentifrice. Alors, ça, quand ils ont commencé à avoir des dents, faut attendre un petit peu, mais dans les savons cosmétiques, on va en trouver dans les supports alimentaires, globalement, dans les boîtes, enfin, on va aller partout. Et tout ça, c'est la femme enceinte est exposée à cela, et son nouveau-né ou son fœtus d'abord, son embryon, son fœtus, son bébé, son enfant après à naître, et son adolescent plus tard. Il y a des plastiques on peut garder la phrase, ça va marquer plus le monde. Le plastique, c'est pas fantastique. Voilà, on va s'arrêter là. Parce qu'en fait, si on peut trouver une alternative au plastique, quel que soit le mieux, je dirais, eh bien, on choisira du verre, de la porcelaine ou de l'inox. Voilà, ce sera déjà beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on travaille avec elle. Donc, ça veut dire aussi qu'on travaille sur les biberons. Hein, on préconise l'allaitement maternel, mais vous allez voir que dans l'allaitement maternel, il y a des discussions aussi. Hein. Eh bien, parce qu'en fait, l'allaitement maternel le lait de mère est un lait qui est issu de tous les tissus graisseux de la mère qui stockent les polluants. Donc, on peut se poser des questions, mais c'est pas pire que le lait de vache. Hein. On va quand même aller sur des choses de ce genre-là. Si ce n'est que, bah oui, même en bio, je veux dire enfin, bon, bref, on va pas passer là-dessus parce que je vais vous laisser parler sur le sujet, peut-être mieux que moi. Mais en tout cas, le lait artificiel n'est pas un élément que nous, on a à promouvoir en tant que sage-femme, ni en tant qu'humain, parce qu'en fait, on se pose pas la question si le petit veau doit téter la mère, si le chaton tète sa mère. Et il n'y a que l'humain qui se pose la question, d'accord ? Alors, diminuons l'exposition des femmes enceintes pour diminuer leur taux de stockage de produits chimiques, mais le lien entre l'allaitement, quand une mère nourrit son enfant au sein, l'interaction des regards, les actions qui se passent, les interactions précoces avec son enfant, sont déjà un élément de la santé environnementale qui ne préconise pas que la diminution des polluants, mais aussi le bien-être, etc. D'accord ? Hein, il y a l'environnement esthétique aussi qui joue dans la santé environnementale et pas que les expositions. Donc là, une mère exposée pendant sa grossesse va avoir une contamination de tous ses organes. Ces organes vont diffuser un certain nombre d'éléments pathogènes qui vont passer la barrière du placenta. Il ne faut pas croire que le placenta ne laisse pas tout filtrer. Va infiltrer les organes de l'enfant, va passer dans le lait et on retrouve dans le méconium de l'enfant, dès sa naissance, un certain nombre de polluants à l'intérieur. Tous ces mécanismes-là vont amener un stress oxydatif qui est pourvoyeur de cancer, avoir une altération au niveau génétique qui, si cette épigénétique, c'est-à-dire l'exposition de la génétique à un contexte environnemental, s'il change, on peut changer la donne. Donc ça, c'est quand même très intéressant quand on améliore son alimentation, dans le cas à dire, en passant sur de l'alimentation bio, Léa nous l'a bien dit, on améliore nettement la vie de la personne. On a des dysfonctions métaboliques, des dysbioses, c'est tout ce qui va être en lien avec le microbiote intestinal, un état inflammatoire qui va donner principalement des retards de croissance. Donc ça en fait un enfant qui naît avec un retard de croissance, il peut y avoir un stress sur les vaisseaux du placenta qui ont diminué le passage des aliments et autres, mais il y a aussi une possibilité d'avoir eu un contexte d'exposition de l'enfant. Et à long terme, on arrivera sur des pathologies chroniques. Et là, quand c'est parti, la pathologie chronique, elle reste chronique. Oui. Donc les microplastiques, il faut savoir que globalement, dans l'alimentation, globalement, il y a beaucoup d'emballages, de ci, de là, de l'autre, qui contaminent l'aliment, qui vont, quand on va faire réchauffer dans une boîte plastique au micro-ondes, vont passer dans l'aliment. L'aliment passe dans le plastique, mais le plastique passe dans l'aliment. La tomate rend la boîte rouge, mais il faut se dire que le plastique est rentré dans la tomate. Ça, c'est clair et net. Et en gros, en moyenne, on estime qu'on mange une carte de crédit par semaine à peu près. Donc tout ce que je vous dis là, ce ne sont pas des choses qui sont des choses... Enfin, Louis-Adrien va
rebondir très certainement, j'en suis certaine d'ailleurs. Mais en fait, tout ça, ce sont des études scientifiques. Ce n'est pas une version alarmiste que nous avons, les professionnels de santé. Tout ça est étayé de propos scientifiques, de vérifications sur le terrain. Léa nous en a montré aussi quelques données. Enfin, voilà, vraiment, il faut qu'on change le paradigme de notre contexte si on ne veut pas partir vers une population affaiblie par la génétique, affaiblie par les maladies chroniques et donc en mauvaise santé. On est parfois un petit peu alarmiste, on l'est beaucoup moins avec les femmes enceintes, hein, je vous le dis tout de suite. On met beaucoup plus de bémol aux propos, mais je pense qu'on est tous ou élus ou impliqués, donc on n'a pas forcément à faire de sensiblerie, je dirais, dans ces propos. Et je vais rester sur cela, parce qu'en fait, voilà, au départ, on part avec des facteurs génétiques, hein, on en a tous, là, par rapport à la maladie, mais on vit une vie, surtout dans nos horizons au niveau hémisphère nord, qui est quand même assez stressante globalement. Nous avons une alimentation qui n'est... voilà, vous voyez, cette part stress, elle peut diminuer un peu, mais parfois c'est un peu compliqué dans son milieu professionnel ou familial. Et l'alimentation, bien, vous voyez, on a une charge assez importante là. Mais si on passe en alimentation bio, on pourrait rétrécir un petit peu le schéma. Vous voyez, on serait dans une implication d'alimentation bien moindre pour arriver à la maladie. On va être exposé à un polluant A. Mais alors, il n'y en a pas qu'un A. Hein. On a toute la liste de l'alphabet, plus tous les autres. Hein. Et puis, malheureusement, on vieillit. Et donc, quand on va apporter un nouveau polluant dans notre vie, ou un effet cocktail avec un autre, on va passer la barrière de la maladie. Donc, l'idée va être, par n'importe quelle porte d'entrée, de diminuer pour les femmes enceintes, entre autres, pour nous tous c'est valable, hein, mais pour les femmes enceintes et les enfants, de diminuer cette exposition. On ne pourra pas ralentir l'âge, on ne peut pas ralentir les facteurs génétiques, mais on peut travailler sur tous les autres impacts, pollution, alimentation, stress. En sachant que l'alimentation bio et les paniers bio, c'est un super projet pour pouvoir aller plus loin. Donc je vais conclure. Voilà. Donc les bienfaits à long terme d'une alimentation saine et régulière, elle réduit le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2, l'obésité et certains cancers. Elle favorise aussi également un vieillissement en bonne santé et une meilleure qualité de vie au fil du temps, parce que je pense que si on est malade à la fin de sa vie, pendant 20, 30 ans, c'est parce que la retraite, 60, si on vit jusqu'à 80, ça fait 80 ans de maladie. Donc, essayons de faire mieux. Merci beaucoup, Dominique Licot, donc sage-femme à l'hôpital d'Angoulême. Docteur Louis-Adrien Delarue, un mot sans doute, je ne sais pas, vous verrez, mais d'un point de vue médical, quels bénéfices concrets vous voyez à des démarches de prévention là, justement, sur cette question de l'alimentation bio et de l'environnement? Bonjour, merci pour votre invitation. En fait, nous, à la fac de médecine, on n'a jamais appris ça. Et c'est toujours pas le cas. Dans les études de médecine, on n'apprend pas ça. Donc on se forme sur le tas, sur le tard. Et effectivement, vous l'avez dit, on a une médecine qui est essentiellement tournée vers le curatif. Sauf qu'en fait, nous, ce qu'on observe sur le terrain depuis plusieurs années, c'est une augmentation des pathologies, en particulier cancéreuses, chez les enfants et les jeunes adultes, qui sont aujourd'hui corroborées par des études. C'est-à-dire que en fait, nous, nos observations de terrain, elles sont préalables aux grandes études qui mettent du temps. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc en fait, nos inquiétudes, c'est pas une sensation au doigt mouillé, c'est des sensations de terrain qui sont maintenant corroborées, tu l'as dit, par des données scientifiques. Donc nous, on ne peut pas rester à ce constat d'observer la peine et le malheur des familles, mais c'est d'agir. Et comment on agit? Effectivement, c'est par le volet préventif. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout accompagné en tant que professionnel de santé, ou très peu ou très mal, surtout pas en libéral, puisqu'on a un système tourné vers le curatif, dans l'objectif de prescrire des médicaments, parce que derrière les labos pharmaceutiques, qui n'ont surtout pas intérêt à ce qu'on fasse de la prévention, pas plus que les lobbies des pesticides, qui aujourd'hui, lobby pesticides et lobby du médicament, enfin les entreprises des pesticides et les entreprises des médicaments, sont les mêmes. C'est double bénéf. On produit le cancer pour ensuite mettre les médicaments du cancer. Donc voilà, notre implication aujourd'hui, c'est de faire de la prévention, et on a des données scientifiques qui nous prouvent, ça a été dit tout à l'heure, en particulier avec la grande étude BioNutriNet, que manger bio réduit des maladies. On l'a prouvé avec certains cancers, avec l'obésité. Et donc maintenant, il s'agit d'agir.
Mais agir, c'est compliqué dans le monde de la santé parce que maintenant, il faut faire de la sensibilisation et de la formation pour des soignants qui ont de moins en moins le temps à cause de la désertification médicale. Docteur Louis-Adrien Delarue, tout à l'heure, on a parlé de cadmium. Qu'est-ce que ça crée? Quel est le cancer? C'est le cancer du pancréas, c'est ça qui s'est beaucoup développé avec l'apparition de ce pesticide-là? Oui, alors sur le cadmium, moi je ne suis pas un spécialiste du cadmium, c'est des données qu'on a assez récentes en réalité. Le cadmium, c'est un cancérogène, donc ce qu'on va voir, c'est que ça va donner différents types de cancers, parce que c'est quand même rare qu'un métal ou un pesticide n'agisse que sur un type d'organe. Il se diffuse dans le corps, et donc voilà, on a effectivement des suspicions sur les liens avec le cancer du pancréas, mais aussi avec les cancers des reins en particulier, et d'autres types de cancers. Je vais me mettre debout, je ne sais pas si vous avez une zapette. Donc moi, je suis membre depuis plus de 10 ans de l'alerte des médecins sur les pesticides, qui est en train de changer de nom, puisqu'en fait, on a fait évoluer nos statuts, et notre nouveau nom officiel qui va être déposé à la préfecture, c'est alerte médicale sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens, puisque maintenant, tout professionnel de santé peut depuis un an, participer à notre collectif. Ce n'est plus un collectif que de médecins. On a constitué également, avec du personnel de l'hôpital dont fait partie Dominique, un collectif qui s'appelle Veille Santé Environnement Charente, qui est naissant. On s'est surtout battu sur l'incinérateur qui était prévu sur le Grand Angoulême. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin. Donc mardi, par exemple, j'ai organisé une réunion avec des médecins généralistes avec le président de la Ligue contre le cancer de Charente. Et il y avait 2 membres de Veille Santé Environnement qui étaient présents parce que ce dont on a besoin, c'est vraiment de faire du lien ensemble pour avoir des actions qui soient plus efficaces, en particulier par rapport à un moment qu'on vit comme obscurantiste, avec une désinformation massive, en niant la problématique des cancers infantiles en lien avec l'environnement. Donc ça, on est très très inquiet parce qu'on n'est pas encore avec le RN au pouvoir. Ça nous pose beaucoup de questions, donc on va avoir vraiment intérêt à avoir de l'énergie à se fédérer. Ça, c'était pour mon petit mot d'introduction. Donc le collectif a été créé en particulier par Pierre-Michel Perrineau, qui est un médecin généraliste du Limousin, sur le constat que je disais tout à l'heure dans nos consultations. Et ce collectif a différentes actions, et dans les différentes actions, on fait des tribunes évidemment, on fait des recours juridiques, on forme des professionnels de santé, et puis de temps en temps on va manifester comme pendant la loi du plomb. Donc moi, mon invitation, c'était pas pour refaire une revue de bibliographie sur les liens entre environnement et santé. Juste dire qu'on entend beaucoup nos détracteurs dire c'est la génétique et c'est l'âge qui provoque les maladies. Bon, le truc, c'est que on voit de plus en plus, et c'est corroboré par des courbes, une augmentation de l'incidence des leucémies chez les enfants, en particulier, ou des tumeurs du système nerveux central. Et comme par hasard, quand l'INSERM fait des revues de bibliographie avec 5000 références et 1000 pages de rapports, on observe ça aussi chez les agriculteurs et chez les riverains. Les enfants d'agriculteurs augmentent leur nombre de leucémies et de tumeurs du système nerveux cérébral. Donc, il faut arrêter de dire que c'est toujours la génétique et le vieillissement, puisqu'en fait, on a des comparatifs. On a par exemple une étude qui s'appelle GeoCap-Agri, une étude de l'INSERM, qui a montré que plus on est au bord des vignes, plus on augmente son taux de cancer chez les enfants, en particulier de neuroblastome, qui est une tumeur neurologique, et de leucémie. Et que ça dépend directement de la densité des vignes dans un rayon de moins de 1 km. Donc les données, on les a, et on oppose ce qui est le génome à l'exposome. L'exposome, c'est l'ensemble des expositions qui ne sont pas que les pesticides, mais qui s'ajoutent aux autres polluants, et c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Et le problème en plus, c'est que aujourd'hui, ces molécules, elles agissent parfois à des doses infimes. On sait ça en particulier avec les perturbateurs endocriniens, et 2/3 des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, et pour 10% sont des polluants éternels. Et ils agissent à toute faible dose, ce qui pose la question des seuils, parce qu'on nous raconte qu'en dessous de tel seuil, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. On peut faire passer la diapo suivante. Vous dire que moi, je suis très content d'être là et de retrouver encore Dominique, puisqu'on a fait donner une intervention à Soyaux il y a quelques années déjà. Et ça va faire un lien avec Ordonnance Verte directement, c'est que nous, cette mobilisation de quelques acteurs militants, parce que je pense qu'il y a, au-delà du côté scientifique, il y a cette militance
qui fait qu'on se couche tard, on fait des diapos pour préparer nos collègues à être sensibilisés à ces questions-là. Eh bien, on est très peu au début, mais c'est en train de faire florès, gentiment, tranquillement, tout doucement. Et ça, c'est engageant. On a besoin de faire du lien. Je vous ai mis Dominique, qui est derrière son masque là. Elle a rappelé son travail sur Girac. À droite, la photo de droite, c'est le lien qu'on essaye de faire aussi à l'alerte des médecins sur les pesticides avec les citoyens. Là, vous avez Laure Marivin qui a perdu sa fille. Elle était fleuriste en utilisant des pesticides pendant qu'elle était enceinte. Vous avez le porte-parole d'Avenir Santé Environnement. Ça, c'est un collectif de citoyens qui s'est créé en Charente-Maritime sur des clusters de cancer pédiatrique dans la plaine de Nice autour de La Rochelle. Et vous avez Président de Médecins du Monde qui travaille aussi sur ces questions-là. Toujours est-il qu'en fait, on essaye vraiment, ce que je dis là, c'est qu'on essaye de faire émerger la science dans le débat public par des prises de position, par des positionnements, par des interventions le plus possible, parce que, je vous l'ai dit, ce moment obscurantiste nous fait craindre beaucoup de choses. Et Ordonnance verte, c'est quelque chose de très très positif qui nous sort de notre morosité. Et quand on a vu et entendu l'initiative de Strasbourg, à l'initiative du docteur Fels, qui est médecin généraliste et effectivement adjoint à la ville de Soyaux, qui est une ville écolo, nous, on a été tout de suite en capacité d'essayer de réfléchir à comment on pouvait diffuser ce type d'informations. Et Ordonnance verte, ça a été dit, mais je vais le redire, c'est un quatuor, en fait. C'est ça, c'est pas que les médecins dans leur coin, les maraîchers bio dans leur coin, et les citoyens qui vont faire leur chimio ou qui regardent leur maman faire sa chimio. C'est vraiment une fédération de tout le monde, et ça, c'est quelque chose d'engageant parce que c'est positif. Et donc nous, ça nous donne de l'énergie, et ça fait du bien, surtout de l'énergie tous ensemble. Voilà. L'ordonnance verte, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est une prescription. Alors, c'est pas forcément qu'un généraliste, un gynécologue, une sage-femme. Il peut y avoir d'autres professionnels impliqués, évidemment, comme des infirmières de santé publique. Selon les coins, selon les départements ou les régions, il va y avoir d'autres professionnels impliqués. Ça peut être un pharmacien également, une pharmacienne. Et donc, dès lors qu'on rencontre une femme dont on apprend qu'elle est enceinte, eh bien, on fait cette prescription. Parce qu'on a l'ordonnance verte, ce qui est intéressant, c'est que... alors, c'est un côté très médicalisant, évidemment, mais c'est que ça parle aux professionnels de santé. Et nous, on avait besoin de les toucher d'une autre façon. Et donc, l'idée du docteur Fels, elle est intéressante pour ça. Parce que, comme je vous ai dit, les médecins ils sont habitués à faire des ordonnances de médicaments, à prescrire. Et donc là, on leur sort le moyen de garder leurs réflexes facilement, par le biais de l'ordonnance verte. Et donc, une fois que la femme enceinte a son ordonnance, elle peut rentrer dans le dispositif en s'inscrivant auprès de la collectivité qui a mis en place ordonnance verte en lien avec les maraîchers bio et locaux. Voilà, donc juste un peu d'historique aussi, c'est intéressant parce que moi je donne des interventions dans des maisons de santé pluridisciplinaires auprès de différents professionnels, et un jour on me demande d'aller à Terre de Haute-Charente. Étienne Michaud, là, le barbu qui sourit, me dit viens faire une intervention avec ton infirmière de santé publique, parce que nous on n'y connaît rien. Donc je fais l'intervention, enfin nous faisons l'intervention pendant 2 heures. C'est toujours un peu difficile pour les soignants de percuter sur un sujet comme ça. Ils le prennent en pleine face, en fait, au même niveau que les citoyens. C'est quand même très, très violent d'expliquer toutes ces connaissances qui sont anxiogènes. Et 2 ou 3 jours après, Étienne voit une émission à la télé sur Strasbourg, ordonnance verte. Il dit, mais pourquoi on ne le ferait pas chez nous, à Terre de Haute-Charente? Et donc, moi, j'aime bien montrer cette diapo juste parce que ça montre un petit peu le cheminement de comment on peut arriver à faire des choses tous ensemble. Et dans la foulée, Grand Angoulême réfléchissait en tant que ville OMS à faire le modèle de Strasbourg, et donc ça s'est joué à quelques semaines près, ce qui fait qu'en l'espace de je sais pas, 2 mois, 3 mois, enfin en tout cas sur la même année, il y a eu des ordonnances vertes et une visibilité médiatique sur ces questions-là, avec maintenant un territoire charentais qui, à mon avis, qui a été le territoire à ce moment-là le plus actif en relais de Strasbourg, qui était tout seul dans son coin à faire ça. Voilà. Et je ne sais pas si c'est sur la diapositive suivante, l'alerte des médecins sur les pesticides, mon collectif, s'est emparé de ce sujet. Et on a dit, nous, comment on fait pour nationaliser Ordonnance verte? Comment on donne de la visibilité à ce dispositif? Et aujourd'hui, une grosse partie de notre engagement à la MLP, c'est de diffuser sur le territoire. Diapositive, merci. Et donc,
en fait, on a un onglet, donc ordonnance verte, sur notre site internet, et on a une carte qu'on essaye de tenir à jour quand on a la connaissance qu'il y a un dispositif ordonnance verte qui est en train de se mettre en place, ou qui s'est mis en place. Et on peut zoomer sur la carte, ce qui fait que, par exemple, là, en Charente-Maritime, ils ont vu que la Charente se bougeait à fond la caisse, et il y a eu une émulation positive, et ils ont dit, on ne veut pas rester sur la touche, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Ce qui fait que là, il y a plein de points verts qui se sont accumulés. Comment ? Ouais, mais c'est bien. Mais l'agglo d'Angoulême, combien de communes ? Voilà. Et moi, j'ai dit, quand il y a eu l'agglo d'Angoulême, plus l'agglo de Cognac, plus les communes de sud-est de la Charente, plus Terre d'Eau de Charente, on était à 98 communes. Mais c'est chouette, c'est génial. Et donc, c'est très bien que la Charente-Maritime essaye de prendre le train en route. Donc, on voit en Poitou-Charentes une espèce d'émulation qui donne des exemples aux autres, puisque nous, on fait du lien, on fait des webinaires. Il y a des membres ici, Ludovic en particulier, Pierre aussi, qui a participé à notre webinaire Alerte des médecins sur les pesticides, dans l'idée ensuite de faire des ponts avec les autres communes, les autres collectivités de France. Et donc, on n'arrête pas de faire ça en ce moment. Voilà, donc sur le site internet, ça c'est juste pour vous montrer le site internet, en fait on a élaboré une charte ordonnance verte parce que notre crainte quand même c'est que ce soit dévoyé. Il va y avoir des municipales bientôt et c'est que des gens, parce qu'on a ces petites musiques de ah oui, nous on va faire des paniers locaux. Mais locaux ça dit pas bio. On peut faire local avec plein de pesticides. Donc notre peur à nous, c'est qu'il y ait des gens, des élus ou des équipes municipales qui se lancent à faire ces paniers et qui ne fassent que des paniers qui soient locaux et pas avec l'étiquette bio, alors que pour nous, c'est primordial. Donc on a fait la charte et ce qu'on aimerait, mais on essaie d'y réfléchir, parce que tout ça est parti très très vite, c'est que les gens, les collectivités qui se sont engagées puissent se revendiquer de la charte ordonnance verte pour garantir des éléments qui respectent le principe de l'ordonnance verte comme ça a été fait à Strasbourg. Juste pour dire qu'au fait, on essaye aussi de faire à nos étudiants des thèses sur les sujets-là. Un, pour les impliquer. Deux, parce que c'est la reconnaissance universitaire et les discussions qu'on peut avoir dans les jurys de thèse obligent des professeurs ou des médecins des CHU à prendre en compte cette donnée, par exemple d'ordonnance verte. Allez, j'ai terminé. Merci beaucoup. Oh non, j'ai pas terminé. Docteur. Je dis un dernier mot. Ma ville se ligue. Alors là, c'est parce que c'est les municipales qui arrivent. Ma ville se ligue. Alors ça, c'est le président de la Ligue de Charente qui m'a averti de cela. C'est la Ligue contre le cancer qui engage une action qui s'appelle Ma ville se ligue, qui va être surtout à destination des mairies, des municipalités, où, diapo suivante, on va pouvoir... merci. Quand une mairie va répondre à plusieurs des 30 actions possibles qu'a référencé la Ligue contre le cancer, eh bien, elle aura le droit, cette mairie, à un label avec un système de rubans. Et évidemment, le jour où on est à 4 rubans, c'est le top du top. Et du coup, on peut se faire de la pub auprès des médias comme étant une mairie vertueuse. Et notre travail d'alerte des médecins sur les pesticides, ça a été faire du lien avec la Ligue en disant, est-ce qu'on ne peut pas faire une 31e action qui serait celle d'ordonnance verte ? Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en vert ordonnance verte, c'est que la Ligue a accepté ça, et la Ligue va porter pour les municipales la 31e action, et donc, dans le package qu'on pourra avoir, on pourra se valoriser avec cette 31e action qui est ordonnance verte. Je vous remercie. Merci donc, docteur. Merci aussi, Dominique, pour votre intervention tout à l'heure. On comprend mieux le lien entre la prévention, santé et alimentation, et tout cela n'existerait pas, et vous l'appelez de vos voeux, que les collectivités s'y mettent vraiment pour accompagner. Ce sera un peu le thème du débat. J'invite à nous rejoindre dans l'ordre de ma feuille Ludovic Roued, chargé santé à Grand Angoulême. Mettez-vous là plutôt, s'il vous plaît. Ouais, peut-être. Maud Boulestex, chargée des collectivités Grand Cognac, chargée de mission. Cette fois-ci, mettez-vous à côté de votre confrère. Dominique Licot et Louis-Adrien Larue que vous avez vu, mais si vous voulez intervenir, vous pouvez aussi vous installer dans les chaises ici pour participer à ce débat, pour répondre aux questions. Dominique, à droite. Sébastien Bruand qui est avec nous aussi. Alors ça, c'est le Gogo Cagette, le paysan qui est bio, qui propose, mettez-vous de ce côté. Il y a également Marina Lonardi pour Paysans Charente Bio. Voilà, vous êtes là, oui. Mettez-vous à côté. Nicole Bonnefoy qui est sénatrice. Je vous avais présenté tout à l'heure à l'arrivée. Vous êtes conseillère départementale en charge quand même de la commission agriculture, environnement, santé. Donc oui, on rappelle comment sont nés ces jeunes pousses sur Grand Angoulême.
Oui, donc un rapide historique. En fait, Grand Angoulême adhère au réseau des villes santé de l'OMS depuis 2023. Et donc, c'est à l'occasion d'une rencontre dans ce réseau. Mettez le micro bien en face, comme ça, s'il vous plaît. C'est à l'occasion d'une rencontre dans ce réseau qu'on a vu nos collègues de Strasbourg. Et donc, on a été tout de suite séduits avec Michel Buisson, donc l'élu délégué à la santé, par ce projet. Donc, on est revenu sur Grand Angoulême. C'était l'été 2023. Et le temps qu'on mette d'abord les élus autour de la table, les techniciens, qu'on voit au niveau du budget, ce que ça pouvait donner, etc. Je dirais début 2024. Donc, on est allé à la rencontre de tous les autres partenaires avec un projet déjà un peu ficelé. Donc, la MAB, bien entendu, le réseau PCB. Et donc là, à partir de là, on a vraiment co-construit ce projet et avec un démarrage en 1er juin 2024. Donc aujourd'hui, ça fait déjà presque 1 an et demi que le projet existe. Et aujourd'hui, c'est plus de 5000 paniers livrés et entre 300 et 350 femmes enceintes qui ont déjà participé au dispositif. Ça représente sur une année 20% en fait, des femmes enceintes de Grand Angoulême qui ont eu des paniers. La configuration est un peu la même à Grand Cognac, un mot de boulestex, avec le dispositif Choubidou, c'est ça? Prenez le micro à votre Oui, tout à fait. Donc nous, le dispositif panier Choubidou de Grand Cognac a vu le jour au mois de mai 2025. C'est le fruit d'échanges, comme l'a expliqué le docteur Delarue, avec plein de professionnels de santé, notamment la maison de santé de Châteauneuf, la CPTS-Terre de Charente, la sensibilisation menée par la maison de l'agriculture biologique, voilà, un ensemble d'éléments et l'expérience aussi qui nous a été très utile de Grand Angoulême, qui a pu partager toutes ces bonnes pratiques, qui nous a permis de construire un projet voilà, qui a vu le jour en 2025. Et vous avez des chiffres comme sur Angoulême? Oui, alors comme c'est plus récent, c'est des chiffres qui sont moins impressionnants, mais on a eu 35 inscriptions donc là en 6 mois. Le nombre de naissances sur le territoire de Grand Cognac, alors jusqu'à présent je disais 560 puisque c'était les chiffres jusqu'en 2022, mais avant de venir j'ai vérifié et les chiffres de 2024 sont de 449 naissances, donc il y a quand même une grosse baisse du nombre de naissances. Donc je vous laisserai faire le pourcentage, mais voilà. Merci. Passez votre micro à Nicole Bonnefoy. Qu'est-ce qu'on peut dire des politiques publiques pour accompagner cette idée? Parce qu'on s'accorde à dire que les pesticides jouent un rôle direct sur la santé. Alors, je voudrais déjà dire que moi, en tant que parlementaire, j'ai beaucoup travaillé, vous devez savoir, ces questions des pesticides et l'impact des pesticides sur la santé humaine. Depuis 2008, je suis élue au Sénat. Je n'ai pas arrêté de travailler sur ces questions, fait avancer un certain nombre de choses, même si avec la loi du plomb, il y a beaucoup de choses qui malheureusement reculent. Mais c'est en 2012 que j'ai fait un rapport sur les pesticides et l'impact des pesticides sur la santé humaine pour mieux faire le lien entre les pesticides et les maladies, meilleure reconnaissance des maladies, jusqu'à la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides, partant de l'exemple de la Charente qui était, j'allais dire, un exemple triste avec l'affaire Paul François qui avait été empoisonné, oui. Voilà, empoisonné au lasso. Donc c'est un sujet qui m'occupe et me préoccupe depuis longtemps. Je continue à y travailler, bien évidemment, avec d'autres parlementaires, mais en tant qu'élu local, bien évidemment, j'essaie aussi de prendre ma part. Et donc, puisqu'on parle, alors au Parlement, on est 2 parlementaires ici, on essaie de faire tout ce qu'on peut. Et les choses ne sont pas toujours simples. Quand on est élu local comme je le suis, eh ben, on essaie aussi, bien sûr, dans les politiques pour lesquelles on a la compétence, de mener un certain nombre d'actions. Donc, pour le département que je représente ici, on essaie de mener un certain nombre d'actions à travers le projet alimentaire territorial en particulier, puisqu'on a initié, c'est la loi de 2014 que j'ai votée, qui avait initié les projets alimentaires territoriaux. On est en 2025 et on est en train de mettre en œuvre ce PAT. Donc on voit qu'on a quand même beaucoup de retard sur la législation qui pourtant a été votée il y a plus de 10 ans. Et donc un projet alimentaire territorial, c'est faire le lien entre la production locale et le bio en particulier et la restauration collective. Donc on y travaille. Et dans ce projet alimentaire territorial départemental, qui fait le lien d'ailleurs avec d'autres collectivités comme Grand Cognac ou Grand Angoulême, qui ont eux aussi des projets alimentaires territoriaux, on va mettre en place les ordonnances vertes. Ça fait
plus d'1 an maintenant qu'on y a travaillé. Ils sont restés un peu de côté compte tenu de ce que vous savez au département, des soubresauts départementaux. Et donc maintenant que les choses sont plus pacifiées, les ordonnances vertes, c'est quelque chose que nous allons inscrire dans le budget de 2026. Donc on va y travailler enfin on y a déjà bossé, hein, c'est prêt, mais on va réactualiser. Alors j'ai entendu tout à l'heure Louis Adrien qui parlait de Je me ligue. Donc Sandrine Pressigou au département, qui est maire de Terre de Charente, mais qui a été nommée vice-présidente en charge de la santé humaine et santé environnementale. Voilà. Donc va travailler avec moi sur ces questions d'ordonnance verte pour faire entrer une politique forte département qui va venir en lien à côté des 2 agglos qui ont déjà fait le job et qui le font bien. Et donc le département, par solidarité avec les territoires ruraux, où les problématiques sont un peu différentes, pour des questions de mobilité, etc., le département va venir compléter les dispositifs sur tout le reste du département. Donc on peut imaginer avoir comme ça des ordonnances vertes donc, qui vont s'appeler ici Choubidou et ailleurs Panier Jeune Pousse. Peut-être on imagine un label d'ailleurs, un label départemental, parce qu'il s'agit, je l'ai entendu, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Donc il faudrait qu'il y ait des choses de qualité et donc veiller à ce que tout le département puisse être couvert par ce dispositif d'ordonnance verte qu'on connaît maintenant, pour faire en sorte que de l'enfant dans le ventre jusqu'à sa naissance, évidemment, il y ait ces soucis de la qualité de ce qu'on mange, mais au-delà, puisque la question, c'est bien évidemment, après la naissance, de faire en sorte que les mamans et les familles qui ont participé à des ateliers de sensibilisation puissent ensuite s'alimenter autrement, vivre autrement, j'allais dire presque respirer autrement et vivre autrement, pour lutter contre les perturbateurs endocriniens et puis en même temps, bien évidemment, participer au soutien à une agriculture locale de qualité qui est importante, puisqu'il y a un volet santé, bien sûr, mais il y a aussi un volet économique, environnemental qui est important. Merci Nicole Bonnefoy. En tout cas, c'est rassurant parce qu'on a l'impression avec ce mouvement qui s'engage que les élus ont un peu plus conscience de ça maintenant et d'essayer de lutter contre les pesticides sur les 38 élus que vous côtoyez au département. J'espère. C'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je suis élue maintenant. Je me souviens, il y a très longtemps, il y en a ici qui me connaissent, avoir évoqué la question de la restauration collective, de la santé, etc. Et à l'époque, c'était plutôt des histoires de bonnes femmes. Je me souviens, d'ailleurs, je ne citerai pas les noms de quelques-uns, me disaient ça, c'est des histoires de bonnes femmes. Non, c'est l'alimentation. Et le lien de l'alimentation avec la santé, c'est essentiel, quoi. Et l'impact de l'environnement sur la santé humaine, il est évident, on le sait. J'allais dire, même sur les questions d'urbanisme, j'entendais l'autre jour, urbanisme et environnement, ou urbanisme et santé. Donc l'impact de l'urbanisme sur la santé. Donc tout ça est global, et l'idée de penser de façon transversale les politiques en tenant compte de cette question de la santé environnementale au sens large du terme. La question de l'eau, là je vois Patrick rigoler, la question de l'eau elle est fondamentale également, et évidemment ça participe à la santé. Donc oui, je pense que les élus sont plus sensibles à ces questions parce que les citoyens les rappellent à l'ordre aussi, hein, parce que les citoyens sont là. Et j'allais dire, moi je le vois, je suis au Sénat, bon, j'ai vécu la loi du plomb, et c'est me désespérer. Et pourtant, je suis élue. Et donc, je dis heureusement qu'on a les citoyens qui s'emparent de ces sujets et qui, sont les aiguillons nécessaires aux politiques nationales ou même aux politiques locales, quoi. Donc, moi, j'engage tout le monde, y compris les citoyens, à dire c'est ça qu'on veut ou c'est ça qu'on veut plus. Donc, les politiques locales, on va parler avec les productions locales, puisque les maraîchers, tout ça, vous êtes impliqués directement dans cette histoire et dans cette espèce de transition, de transformation de l'alimentation, que ce soit dans les restaurations collectives ou à la maison. Sébastien Bruand, l'expérience de Gogo Cagette. Oui, effectivement. Donc moi, je suis maraîcher bio à côté de Cognac, sur la commune de Nercillac, depuis une quinzaine d'années. Et alors, la particularité, effectivement, c'est qu'on a monté un groupement de producteurs
pour faire du click and collect. Donc on a un site internet qui regroupe une vingtaine de fermes de Charente et de Charente-Maritime, et n'importe quel citoyen consommateur peut commander en ligne ses produits bio locaux et ensuite venir les chercher sur un des 8 points de retrait qu'on a, on va dire, sur le Cognacé élargi. Voilà, on a lancé ça. Il se trouve qu'en même temps, Grand Cognac est venu nous voir avec son projet de panier pour les femmes enceintes. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a couplé les deux pour faire en sorte que les paniers de produits bio soient distribués par ce groupement de producteurs, donc qui s'appelle Gogo Cagette. Et ça a en fait un atout supplémentaire par rapport à tout ce dont on a parlé sur la santé environnementale des femmes enceintes, etc. C'est qu'en plus, sur ce dispositif, mais un peu comme ça a été fait à Grand Angoulême, Marine en parlera, en fait, ça a permis de structurer aussi l'offre locale et de structurer les fermes bio sur notre territoire. Avec cette particularité, effectivement, que sur les paniers Choubidou, il n'y a pas que des légumes. C'est multiproduit, donc il peut y avoir de la viande dans le panier pour la femme enceinte, un peu, mais aussi des légumes, du lait, de la farine, etc. Alors cela, ça a directement un impact sur votre manière de produire, de planifier, de coopérer. Alors peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Marina Lonardi, paysan Charente Bio, il a fallu fédérer ces paysans bio pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils puissent produire, amortir les coûts. L'association Paysans Charente Bio, elle a 4 ans. Elle est née d'une volonté des maraîchers bio de Charente de se réunir collectivement et de travailler ensemble sur différents axes. Initialement, donc il y avait de la mise en commun de matériel, mais il y avait également la volonté de se rassembler pour répondre à la commande publique, pour fournir la restauration collective. Donc ça, c'était les débuts de Paysans Charente Bio. Et puis, comme il y avait un partenariat bien tissé avec Grand Angoulême pour la fourniture, pour approvisionner les cantines, il y a de suite eu une entente, un souhait en tout cas de Grand Angoulême, lorsqu'ils ont parlé de ces paniers jeunes pousses, de dire nous on sait que potentiellement au vu du nombre de paniers, c'est pas forcément un seul maraîcher qui peut répondre, et parce qu'il y a là par contre il y avait une volonté que ça soit des paniers 100% légumes. Donc, c'est pas, voilà, on parle au plus haut, plus de 130 paniers semaine. Donc, voilà, un maraîcher, des paniers qui ont une valeur de 22 €. Donc, c'est quand même assez conséquent. Un maraîcher solo, voilà, il sort pas ça du jour au lendemain. C'est pas que le panier est cher, c'est qu'il y en a beaucoup dedans. C'est ça ? Oui, en fait, il faut que le panier réponde aux besoins d'une famille. Donc nous, on a tablé sur un panier intermédiaire, puisque les bénéficiaires sont des femmes enceintes, donc a priori en couple, donc il y a au moins 2 personnes, et puis potentiellement, c'est pas le premier enfant. Donc il fallait un panier qui s'adapte à un maximum de familles. Et donc ça nous paraissait intéressant. En tout cas, nous, les maraîchers, fort de notre expérience aussi de vente de paniers de légumes, c'est une proposition qu'on a fait auprès du Grand Angoulême, puisque ça a vraiment été un échange aussi bien avec le personnel de santé. On est d'ailleurs intégré au comité de pilotage. Donc voilà, c'est vraiment un échange. On est sur 22 € de légumes, et donc c'est 5 à 6 légumes différents dans le panier. Je vais vous donner un poids, ça va varier en fonction de la saison, mais voilà, les retours sont quand même très positifs. Les personnels de santé ont les retours et sont assez positifs. Est-ce qu'il y a une reconnaissance du métier pour le coup ? Oui, une reconnaissance parce que c'est vrai, une reconnaissance surtout de l'agriculture bio, puisque nous, ça fait quand même un certain temps, l'agriculture bio a été pensée pour répondre aux enjeux environnementaux en premier lieu, mais on sait qu'après, effectivement, les enjeux de santé sont venus très rapidement et elle y répond fortement. Mais c'est toujours difficile et on n'est pas forcément les mieux placés, nous, en tant que maraîchers bio, pour dire que nos produits sont meilleurs, etc. C'est un peu le jeu de tout le monde. Mais quand c'est la puissance publique qui assume et qui montre par ce type de dispositif et par l'appui des professionnels médicaux qu'effectivement il y a un lien fort entre les deux, clairement c'est une reconnaissance pour les producteurs, une reconnaissance du fait qu'ils sont engagés dans une démarche qui porte des fruits et qui est reconnue.
reconnaissance qu'on n'a pas forcément sur les dernières années eu de façon importante de la part de l'État. Et voilà, là c'est les collectivités finalement locales qui prennent un peu le relais pour assumer cette reconnaissance-là de l'agriculture bio. La question après, c'est celui de la souveraineté. Est-ce que ça suffit, la production locale, pour répondre à la demande? On s'est posé la question à Grand Angoulême et Grand Cognac. Effectivement, donc, comme l'a dit Marina, nous on a eu cette problématique de se dire une ferme ne va pas pouvoir répondre, donc besoin d'un collectif. Voilà, donc aujourd'hui on pense que ça va être... l'offre est suffisante et puis peut-être ça peut déboucher sur des installations à terme si le système des paniers se développe. Et je voulais en venir sur ce point, c'est-à-dire que d'une part les élus, alors Michel Buisson, je vais parler à sa place, mais les élus n'ont pas voulu lésiner sur la taille du panier. C'est 22 €, 5 à 6 kilos on dit en moyenne. Quand vous regardez tous les dispositifs ordonnances vertes qu'il y a en France, on est plutôt sur du 12 €, du 16 €. Là, ils ont vraiment voulu qu'il y ait de la quantité pour qu'on ne lésine pas. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont absolument voulu aussi à ce qu'il y ait le maraîcher en main propre qui remet son panier, qu'on ne soit pas seulement sur un point de dépôt. Et pourquoi ? Pour créer cette habitude finalement d'aller chercher son panier, de voir son maraîcher. Bon, enfin, moi j'étais sur les points de livraison, j'ai bien assisté. Enfin voilà, il y a la petite recette, le petit conseil. C'est mes carottes et voilà, c'est moi qui les ai cultivées. Et donc l'espoir derrière, c'est que les gens soient fidélisés. Donc en fonction de leurs revenus, hein, bien entendu, mais qui se rendent compte du prix, parce qu'après, nous, les maraîchers qui prennent la main, ne proposent pas que le panier à 23 €, il y a différentes formules, et voilà, qui restent un peu dans ce dispositif et qui viennent grossir les rangs des consommateurs en agriculture biologique. Nicole Bonnefoy, vous vouliez intervenir, mais je vous reprendrai le micro parce que c'est le mien. Non, juste pour dire, je pensais très bien, Sandrine Pressigou, donc, qui est la maire de Terre de Haute-Charente et qui a mis en place les ordonnances vertes, ils font aussi, eux, des ateliers de cuisine. Et donc, on en parlait à midi d'ailleurs, et donc il y a un nombre important de personnes qui y participent, et d'ailleurs pas que des gens qui attendent des bébés. La question c'était, est-ce que la production va pouvoir répondre à la demande ? J'allais dire, c'est l'intérêt du projet alimentaire territorial départemental dans lequel figurent justement les ordonnances vertes, c'est-à-dire c'est de faire en sorte de sensibiliser, d'éduquer les citoyens, que ce soit les femmes enceintes, mais au-delà, à acheter local pour consommer local, évidemment du bio aussi, et d'abord, j'allais dire, pour faire en sorte que la production qui existe aujourd'hui puisse trouver des débouchés et que surtout, il puisse y avoir des installations. C'est aussi ça, c'est une façon de réorienter, d'accompagner le monde agricole vers des productions de qualité, de manière à fournir un marché qui est le marché de la restauration collective ou de la restauration citoyenne. Et donc, c'est ça l'intérêt aussi. Et ça, c'est un vrai acte politique. Je le dis souvent, l'alimentation, ce qu'on a dans l'assiette, l'acte de manger tous les jours, c'est un acte politique. C'est qu'est-ce que j'achète, où je l'achète, qu'est-ce que je mange et l'impact que ça a sur ma santé, bien sûr, mais c'est aussi sur l'environnement, sur celui qui a produit, où il a produit, etc. etc. Donc, c'est l'intérêt du PAT, le projet alimentaire territorial, qui est un vrai enjeu politique et qui permettra d'accompagner cette production locale et notre souveraineté alimentaire. Depuis quelques jours, là, je sais que j'anime cette table ronde, je pose la question autour de moi. Oui, mais le bio, c'est cher, tu comprends. Alors, moi, je préfère acheter. C'est quand même une problématique qui perdure. Allez-y, dites-nous. Marina Lonardi. Alors, la question de l'alimentation, déjà en tant que maraîcher, enfin, on le voit, on nous le dit souvent, hein, le bio c'est cher, ou alors dans les budgets familiaux, sur la part déjà qui est allouée à l'alimentation a fortement diminué depuis les plus de 50 dernières années, hein, quand même. Donc, et ce qui saute en premier, c'est tout le temps les fruits et légumes et le poisson. Ça, c'est les deux choses qui sautent en premier dans le budget familial. Donc, c'était aussi une raison pour laquelle on voulait aller sur du légume sur les paniers jeunes pousses. Et le bio, c'est cher. Et ben moi, je dis non. Parce que quand on achète en direct, déjà, si on achète du bio en supermarché, à la limite, je veux bien. Mais parce que c'est les marges que prennent les grandes enseignes. Mais si on achète du bio en direct,
Enfin, en fait, il faut faire la comparaison, hein, clairement, sur aller faire un marché, acheter son panier de légumes, prendre notre panier de légumes et le comparer avec si on achète du bio en grande surface. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo, ça sera vraiment moins cher. La qualité des légumes, pour ma part, en tout cas sur les légumes, ça n'a rien à voir. Il y a des clients qui sont novices, on va dire, dans l'achat de panier de légumes bio, qui sont surpris. Ah, mais il me reste des carottes dans mon frigo du panier d'il y a 15 jours. Et ben, elles sont toujours nickel, intactes. Bah oui, en fait, parce qu'on les a récoltées juste avant de vous les apporter. Et qu'il n'y a pas tout un processus de stockage, de transport, de ci, de là, de produits phyto, de mise au frais, tout ça, et qui font que, voilà, au bout de 3 jours, elles sont toutes molles quand vous les achetez dans un circuit classique, conventionnel. Donc il y a moins de pertes. Le coût de la malbouffe est très élevé. Ça, le coût de la malbouffe. À Grand Cognac, on veut réagir sur cette... Prenez le micro, il est à côté de vous. Est-ce qu'il fonctionne ? Oui. C'est aussi l'objet des ateliers qui sont associés au dispositif. Hein. L'atelier cuisine permet d'avoir ces échanges, ces débats, de donner des astuces pour équilibrer son budget, d'expliquer pourquoi le coût de production dans la bio est un peu plus élevé que dans le conventionnel. Enfin, voilà, il y a les paniers, mais il y a aussi tout l'accompagnement qui va avec. Et l'atelier cuisine sur Grand Cognac, qui est animé par l'association Régalade, qui est partenaire aussi du projet, permet d'aborder toutes ces questions-là. Alors une question dans la salle, allez-y, profitez du micro, rappelez qui vous êtes à la MAB. Alors c'est pas une question. Mais venez là, vous soyez dans le champ des caméras quand vous êtes à l'écran quand même. Toujours Mathieu Renaud, président de la MAB. Alors le surcoût de l'alimentation en bio, c'est un investissement pour une vie en meilleure santé et plus longue. Donc quel prix ça a, ça ? Voilà, je vous pose la question. Dominique Licot. Pour animer les ateliers nesting, donc on n'est pas que sur l'alimentation, mais on leur prouve qu'en faisant des économies sur une cosmétique qui ne sert à rien, qu'elles peuvent être beaucoup plus limitées et moins polluantes. Sur des produits ménagers, au lieu de prendre la marque Bidule Schmoll, on peut rester sur des produits très simples. On dégage aussi avec l'achat de matériel pour la puriculture. Hein. Le lait, au lieu de le prendre dans un grand magasin avec les formaldéhydes dans les cols qui vont bien rémaner dans la chambre, etc., on va prendre du recyclage. On va faire des économies qui sont importantes. Toutes ces économies-là peuvent être totalement remises, bien que ce ne soit pas plus cher au final, parce qu'on ne jette pas, on ne gaspille pas. La carotte meulée, là, elle ne donne pas envie. D'abord, on ne peut même plus passer l'économe dessus pour la peler. Donc, on la jette. Et donc, tous ces éléments-là, ça va vraiment dans le sens d'un... C'est pas plus cher de respecter l'environnement, de se respecter soi-même et d'être en meilleure santé. Mais dans le marché de l'occasion, qui nous dit que le lit qu'on vient d'acheter, il n'est pas collé avec ses cols, justement. Ah, il a été collé. Hein. Alors, nous, on en a un à la chambre pédagogique d'Angoulême. C'est un 15 ans d'âge. Je dis que c'est un très bon cru. Hein. On est dans une zone de Cognac, donc 15 ans d'âge, c'est quelque chose. 5 générations dedans. Mais vous croyez que la colle, les émanations de colle, elles sont encore là ? Non, elles ne sont plus. C'est le premier qui a un peu jonglé. Et puis, les autres, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc, vraiment, on va dans ce sens-là. Et on va donc dans l'anti-sens de magasins de puriculture, où c'est toujours plus, même en dehors de qualité et de sécurité des enfants. Quand on met des tours de lit, c'est un problème. Parce que c'est la mort inopinée du nouveau-né qui peut être mise en place, vous voyez. Ça, elles vont se mettre au babyphone parce qu'elles ont la trouille de ne pas l'entendre, mais enfin, qui n'entend pas son enfant. En fait, on essaie de travailler aussi sur le fait de qui est-ce que ça rassure. Voilà, qui est-ce que ça rassure ? L'adulte, mais l'enfant paye. Parce qu'être exposé aux ondes, c'est aussi un sujet. Donc, vous voyez qu'en fait, la santé environnementale... L'alimentation nous permet, grâce aux ateliers, parce que vraiment le process qui vient de se modifier, qui se remet en place là avec Grand Angoulême, amène à des ateliers pleins, à 6 couples à chaque fois, et ces 6 couples qui sont imprégnés de plusieurs éléments et qui vont aller aussi faire un atelier de cuisine, parce que la cuisine, sur certaines générations, c'est plus pratique de prendre le plat tout fait. Une question dans la salle aussi avec... René Pilato, député de Charente.
Merci beaucoup pour votre présentation à toutes et à tous. Ma question est, est-ce qu'on a assez de recul maintenant, justement au niveau des nouveau-nés? Est-ce qu'on a suffisamment de cas, puisqu'on a parlé de 500 naissances, pour savoir si le modèle tient la route? C'est-à-dire, est-ce qu'on a moins de problèmes de développement? Est-ce qu'on a moins de problèmes liés, effectivement, à une alimentation beaucoup plus saine? Parce que moi, je me doute que oui, bien entendu, mais si vous pouvez communiquer là-dessus, ça peut donner envie. Et la deuxième question, c'est, il n'y a pas que les bébés, hein, comment porter aussi auprès des personnes plus fragiles cette belle initiative. Voilà. Merci. Vous posiez la question à qui? Le Grand Cognac répond. Non, Le Grand Angoulême répond. Grand Angoulême répond. Si je peux répondre, puisque nous, c'est relativement récent et on a des volumes relativement modérés. Aujourd'hui, c'est Strasbourg qui a vraiment un recul là-dessus, puisque ça date de 2022. Ça a été 800 1000 femmes par an. Et donc, aujourd'hui, eux, ils sont engagés sur une étude avec l'INSERM et le CNRS là-dessus. Donc, c'est un budget de 600 000 € quand même, et avec des résultats attendus dans 2 ans. Et ils font des cohortes sur les femmes qui ont suivi leur dispositif, et pour montrer une valeur ajoutée, même avec des analyses de sang, etc., sur l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà, on est vraiment dans l'attente, puisque l'ARS, aujourd'hui, nous, notre dispositif, il n'est pas financé par l'ARS. Aujourd'hui, nous, on a un budget de 153 000 €. On a seulement 7 000 € de la CPAM. Alors vous allez me dire, CPAM, c'est très bien, mais c'est très faible, finalement. Et donc, du coup, l'ARS ne finance que des actions probantes, dont on a démontré l'efficacité. Et aujourd'hui, ces ordonnances vertes, comme vous le dites, n'ont pas été démontrées comme probants. Sur le deuxième sujet, effectivement, on sait bien que dans les politiques publiques, c'est toujours les publics les plus précaires qui sont éloignés. Et donc, aujourd'hui, à Grand Angoulême, on a passé des partenariats avec l'association Omega, par exemple, qui fait de la médiation sur Grand Angoulême, et avec 4 centres sociaux et épiceries sociales, sur lesquels on vient abonder financièrement pour qu'elles puissent cibler des publics et les accompagner sur toutes les étapes, en fait, finalement, autant les envois de mails que accompagner aux ateliers, que aller récupérer les paniers. Allez-y, Dominique Licot. Je ne sais pas si vous vous rappelez la courbe qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, c'est l'exposition in utero, vous avez vu, qui va amener des retards de croissance immédiats ou des pathologies du fœtus ou des malformations aussi. Mais en fait, l'effet va se voir à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. C'est pour ça qu'il y a autant de suspicions autour de l'action des perturbateurs endocriniens et pourquoi certains essaient de contrecarrer tout cela pour dire que c'est du blabla, c'est du pipeau, etc. Non, je crois que vraiment, il faut être très attentif à ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, en pédiatrie, dans le service de pédiatrie de l'hôpital, vous avez des enfants avec des capteurs, comme j'ai au bras, moi, mais que j'ai eu à 54 ans, eh bien, eux, ils l'ont entre 2 et 3 ans. Et c'est pour le diabète. C'est du diabète de type 1. Donc, je veux dire que moi, j'ai toussé quand j'ai eu mon diabète de type 2, mais j'avais 54 ans où j'avais vécu tranquillement. Eux, ils ont 2-3 ans, c'est un service de pédiatrie, et ils ont déjà les capteurs, la pompe à insuline, etc. Donc je crois que vraiment, il faut qu'on arrête aussi, il faut que le travail de l'INSERM se fasse et qu'on amène des données probantes, parce qu'il faudra toujours ces données probantes. Mais si on attend toujours les données probantes, on ne va jamais rien faire. Vous voyez ? Et donc, il faut vraiment qu'on attaque et qu'on aille beaucoup plus vite et plus loin. Donc, c'est ce qu'on fait en Charente. Et je me dis que peut-être, voilà, mais on va se dire que dans 40 ans, bonjour Michel, dans 40 ans, eh bien, on aura probablement, ces enfants qui sont nés maintenant seront en meilleure santé. Bien, tant mieux, on aura déjà gagné un super challenge. Mais je serai peut-être plus là pour le voir. Enfin, je serai plus là d'ailleurs pour le voir. Mais je me dis que on engage un process pour l'avenir et les générations futures. C'est bien dit ainsi. Donc, chaque étude qui va être faite, là, comme le travail fait sur Strasbourg, il ne sera peut-être pas parfait dans le terme de résultats, mais je suis certaine qu'on va avoir des résultats. Ça ne peut pas être autrement. Et puis, on en a un peu moins dans les services de pédiatrie avec des pathologies cancéreuses ou avec des troubles du neurodéveloppement ou des troubles du comportement. Et puis ensuite, les problèmes de diabète. Parce que vraiment, c'est choquant. Enfin... J'avoue, quand je les vois se balader avec leurs capteurs et leurs pompes là, collées à la peau, eh bien, je me dis, zut, quoi, quand même, ils n'ont que 3 ans. C'est pas à 3 ans, ils n'ont même pas encore rentré à l'école. Merci.
Vous avez cité Michel Buisson. Bonjour, Michel Buisson, rejoignez-nous. Oui, mais on vous a excusé au départ, maire de Brie, délégué communautaire à la politique de l'emploi, de l'insertion et de la santé. En termes de santé, vous êtes aussi conseiller départemental référent au laboratoire d'analyse et de recherche. Venez avec nous, mettez-vous dans la lumière que l'on vous est à l'écran aussi des caméras. On dit que les pesticides, que les perturbateurs endocriniens ont un effet direct sur la santé humaine, qui sont vecteurs de nombreuses maladies cancers. Mais ce ne sont pas des études cliniques qui le disent. Ouais, mais enfin, pour moi, c'est une évidence. Ça a été un peu dit. Ça veut dire qu'il y aura des études de fait, mais c'est une évidence. Ça veut dire que quand on a mis en place le panier Jeune Pousse ou d'autres, dès qu'on dit qu'il faut mieux manger des légumes bio, c'est une évidence que si on mange des pesticides, c'est quand même moins bon. On pourra faire toutes les études qu'on veut, à mon avis. Voilà. Alors après, il y a des études qui seront faites à Strasbourg. Je crois que c'est ce que tu étais en train de dire quand j'arrivais. Voilà, mais les études vont le confirmer, mais c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. On ne va pas dire que c'est évident qu'il vaut mieux manger des pesticides et des produits chimiques et respirer des perturbateurs endocriniens, etc. etc. Alors, merci Michel Buisson. Beaucoup opposent cette question du bio à l'agriculture conventionnelle. Est-ce que pas l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée apporte ou pas? Est-ce qu'on trompe le consommateur avec ça? Ça fait quelques décennies maintenant qu'on a des progressions de l'agriculture bio à 2 chiffres. On a vu fleurir un certain nombre de labels d'allégations environnementales et de santé qui sont devenus un problème en fait pour l'agriculture bio, qui est aujourd'hui la seule en fait réellement reconnue. Il y a vraiment que les pratiques de l'agriculture bio qui sont reconnues pour avoir un impact fort sur l'environnement et la santé. Toutes les études à ce niveau-là le montrent assez clairement. On a vécu une petite crise de l'agriculture bio quand même au niveau de la consommation ces dernières années, avec des tensions fortes et un ralentissement léger, mais qui est dramatique quand on voit l'urgence qu'on a pour développer l'agriculture bio. Donc ce simple ralentissement léger, il est en partie causé par des concurrences de labels, certifications, allégations environnementales ou de santé, qui n'ont pas fait de preuves. Et donc, je crois que c'est très important. Et à ce niveau-là, effectivement, je pense qu'on a tous en tête agriculture raisonnée, haute valeur environnementaux, plein de noms qui font rêver. Aujourd'hui, clairement, aucun de ces labels, etc., n'ont démontré d'impact aussi important, enfin, non démontré d'impact pour la plupart, voire les quelques-uns qui ont peut-être un très léger impact, c'est extrêmement loin de l'agriculture bio. Donc je pense que nous, on demande à la MAB, il faut qu'on soit clair, je pense qu'on demande de recentrer vraiment sur ce label et la certification bio, qui aujourd'hui est la seule d'ailleurs qui est aussi contrôlée. En fait, aucune autre agriculture au monde n'est aussi contrôlée que l'agriculture bio, aussi régulièrement, et n'a démontré de preuves depuis aussi longtemps. Donc ça, c'est important, et nous, forcément, c'est le discours de la MAB, ouais. Voilà, si je me permets du coup de rebondir là-dessus, oui. Peut-être que tu l'as déjà dit, mais panier Jeune Pousse, il y avait 3 objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est la santé, la sensibilisation des populations, mais aussi le soutien à la filière bio. Ça veut dire que nous, les paniers Jeune Pousse, ils sont que bio. Parce qu'il y a ce 3e objectif qui est très très important et que moi je valorise à chaque fois quand j'ai besoin d'argumenter ce dispositif. Je dis il y a un 3e objectif important qui est le soutien à la filière bio. Oui, enfin, juste une petite précision, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que Louis-Adrien nous a montré tout à l'heure que quand même la Charente là, avait pris une avance, enfin avait emboîté le pas à Strasbourg et avait une espèce d'avance sur le reste des territoires français, ce que je partage totalement. Et la deuxième avance qu'on a, c'est que je pense qu'on est les seuls territoires, alors c'est très très vrai du coup à Grand Angoulême avec le lien avec Paysans Charente Bio et à Grand Cognac avec Gogo Cagette, on est les seuls dispositifs à avoir vraiment eu un intérêt très fort au niveau de la structuration de filière, et avec en doublage de ce dispositif-là, des dispositifs de fédération d'agriculteurs, enfin de groupements de producteurs, pour justement renforcer la stabilité, la fiabilité, la résilience des fermes. Et ça, je pense que ça change tout. C'est-à-dire que quand Grand Angoulême ou Grand Cognac, là, demain, le département investit 1 euro, il le donne à la femme enceinte, mais en fait, elle le donne à un agriculteur bio qui structure en fait tout un groupement de producteurs bio. Et ça, c'est très nouveau. C'était pas le cas à Strasbourg. Là, pour le coup, on a de l'avance. Et je pense que c'est vraiment le modèle le plus vertueux qu'on a petit à petit inventé. Et c'est quelque chose à noter. Pierre Bousseau, vous vouliez réagir? Oui, on a un des enjeux, bien sûr, c'est à travers le témoignage de nos collègues de groupement de producteurs, c'est bien sûr pour nous de structurer
en plus de répondre à des problématiques environnementales. Et du coup, je pense que pour les élus aussi, c'est parlant, dans le cadre d'un PAT, dans le cadre d'une politique publique, de se dire on va relocaliser, on va faire de l'économie circulaire. Parce que si, et c'est la question que je voulais poser à Marina, si les femmes ou les couples, ou les jeunes couples, non seulement prennent leur panier financé par la collectivité, mais surtout continuent, et c'est ça qui est intéressant, savoir si c'est structurant, il faut que ça continue. Est-ce que les jeunes couples continuent à acheter leur panier? Est-ce que tu as des retours à nous faire à ce niveau-là? Et parce que c'est là où on va être gagnant, et c'est là où on va apporter une vraie plus-value sur le territoire, sur du long terme. Alors sur les retours qu'on a, puisque les paniers sont récupérés sur 6 points de vente, 6 points de retrait sur Grand Angoulême, dont des points de retrait où il y avait déjà ce qu'on appelle des AMAP, donc Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou même le marché de Saint-Cybard, donc de la vente. Donc il est possible en effet pour les personnes bénéficiaires de continuer à la fin du dispositif. Aujourd'hui, les personnes qui continuent directement après, ça représente à peu près 10%. Cela dit, donc là, ça fait un peu moins d'1 an et demi. On a des personnes qui commencent à recontacter alors que ça fait 6 mois qu'elles ont arrêté le dispositif. Parce qu'il y a la phase de le bébé est né, c'est un peu, on a la tête sous l'eau. Là, niveau organisation, on ne sait pas trop comment faire. Mais quand même, on a été sensibilisés et en fait, on se rend compte que finalement, c'était super pratique d'avoir ce panier de légumes. On découvre des choses, on a de l'échange. Voilà. Donc, il y en a quand même des personnes là qui, 6 mois après avoir fini le dispositif, commencent à rappeler. Donc on se dit que sur 1 an et demi, sur le début on n'avait que 10%, mais peut-être que il y en a d'autres personnes qu'il va y avoir un peu plus de transformation d'essai, si je puis dire. Mais en effet, c'est important pour les maraîchers, de se dire que c'est ça qui pourrait saturer à un moment donné. Si 100% des bénéficiaires restent, mais qu'il y en a continuellement, mais bon, sauf que la natalité chute. Alors voilà. Mais pour rebondir sur la question de tout à l'heure, il y a plus d'offres que de demandes aujourd'hui. Il y a aussi la restauration collective, le bébé dans le ventre, ok, mais après l'école, etc. Donc l'importance, pour le coup, les collectivités locales de pouvoir intervenir pour faire entrer le bio dans la restauration scolaire. Alors, au département, dans le cadre du PAT, encore une fois, on va sur les collèges et on part de loin, et faire en sorte qu'il y ait au moins 30% de bio dans les assiettes des collèges. Donc on peut imaginer, souvent les élus cherchent comment ils peuvent développer l'économie locale, mais l'économie locale, c'est pas toujours l'industrie. L'économie locale, ça passe par l'alimentation déjà. Quand on met des produits locaux dans les cantines, des produits locaux de qualité, c'est du développement économique parce qu'on soutient la production locale. Donc en plus évidemment des questions de santé, etc. Donc, merci Nicole. Passez votre micro à Maud Boulet, je la vois. Oui. Sur le fait de faire perdurer les habitudes d'achat alimentaire après la prise en charge dans le cas de ces paniers. Nous, avec les élus de Grand Cognac, on s'est posé la question et c'est vrai que sur la construction du dispositif, on peut placer le curseur à différents endroits et le choix a été fait de ne pas qu'il n'y ait pas de gratuité en fait des paniers au niveau de Grand Cognac. C'est un système un petit peu différent, notamment par rapport à Grand Angoulême. Puisqu'en fait, c'est un petit peu la crainte de nos élus, c'est que à partir du moment où le dispositif s'arrête, ça fasse un gap trop important dans les habitudes des consommateurs et qui, du coup, ne fasse pas perdurer leurs habitudes d'achat. Donc, il y a eu cette volonté de faire varier le reste à charge en fonction du quotient familial, mais que le foyer ait toujours un certain reste à charge pour conserver cette habitude. Et ensuite, on a la chance avec GoGoCagette d'avoir cette plateforme où la personne peut compléter son panier. Et peut-être que Sébastien voudra compléter, mais on peut déjà voir qu'il y a des personnes qui prennent leur panier, mais qui commandent d'autres choses en complément. Donc, dès le commencement du dispositif, il y a des bénéfices plus larges que le coût injecté grâce au panier. Et on pourra même avoir des statistiques grâce à cette plateforme sur le nombre de personnes qui continuent à commander sur GoGoCagette.
Finissez de passer le micro à Michel Buisson. Bien évidemment, à Grand Angoulême, on a eu ce débat sur la gratuité, encore au dernier conseil communautaire. Mais en fait, tout se discute. Là, on est parti, nous, sur la gratuité pour sensibiliser finalement le plus grand nombre possible. Et c'est un peu comme les résultats scientifiques tout à l'heure. Moi, je suis certain que la sensibilisation laissera des traces, forcément. Alors, on réfléchit en revanche à des petits outils qui pourraient permettre de faire perdurer. C'est-à-dire, on a pensé à un petit livret recette que les gens pourraient garder pour avoir toujours à l'esprit de cuisiner des bons produits, etc. On réfléchit à tout ça. Mais nous, c'est vrai qu'on est parti sur la gratuité pour sensibiliser le plus grand nombre, en espérant qu'il y ait toujours 10%. C'est pas si mal que ça, 10%, hein, qu'il y ait toujours 10%. Voilà. Mais c'est un débat que nous avons eu également. Un débat qu'on pourrait continuer. Pierre Bousseau. Je veux juste répondre à la crainte qu'on peut entendre parfois de la part d'élus, et elle est légitime parce que nos concitoyens qui sont parfois élus ne sont pas toujours dans le monde agricole. La crainte de se dire « Oh là là, mais est-ce que vous allez arriver à suivre au niveau production ?» Alors, il n'y a aucune inquiétude. À partir du moment où on planifie ensemble collectivité producteur, aujourd'hui, je vous annonce un truc, c'est cet hiver, la Charente va produire beaucoup moins d'aliments qu'il y a un an. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise agricole et il y a plein de céréaliers qui ne vont pas mettre en terre cet hiver. Rien. Il y a des parcelles qui vont être en jachère. C'est pas un scoop que je vous lance, mais si on n'est pas dans le monde agricole, on ne le sait pas, ça. On ne le sait pas parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs qui sont écœurés. Semer pour à la fin être en déficit, à quoi bon ? Et vous avez travaillé, vous avez livré à la COP, vous avez machin. Donc, il faut leur montrer qu'on est capable de mettre en place une économie circulaire. Aujourd'hui, ce n'est pas les agriculteurs seuls qui vont pouvoir faire ça. Ils n'en peuvent plus. Ils sont fatigués de créer des groupements, des ci, des ça. Alors, en bio, il y a encore de l'énergie parce qu'il y a une vitalité peut-être plus forte. Donc, des Sébastien, des Marina, ils ont pris le taureau par les cornes pour se fédérer, mais la plupart de mes collègues, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils vont pas se lever le matin pour allez, on va créer un nouveau groupement, monter un nouveau silo. Enfin, non. Par contre, si il y a un dialogue, si on est capable, quand je dis nous, c'est vous, collectivités, nous, agriculteurs, qui sommes dans le jeu des ordonnances vertes notamment, leur montrer qu'il y a des choses en économie circulaire qui fonctionnent, que ça peut représenter des volumes, ça peut représenter du chiffre en face, parce qu'à un moment donné, bien sûr, tous vont raisonner avec la calculette. Eh bien, je suis persuadé que demain, la surface en légumes peut être multipliée par 4 en Charente. Il n'y a aucune fatalité à ce niveau-là. Juste pour conclure sur des chiffres, le bio aujourd'hui en Charente, c'est 10%. Donc il nous reste 90% de surface à convaincre et à convertir au bio pour alimenter tous les citoyens charentais. Donc on a une marge de progression qui est monstrueuse sur les 40-50 ans qui arrivent. Les présidents de la maison d'agriculture bio se suivent et se ressemblent. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le bio, c'est pas seulement une question de production, c'est une question de société, de santé, même de solidarité entre tous. Alors, attendez. Présentez-vous. Patrick Rivolet, administrateur de la MAM, référent eau. Toute la matinée, on a parlé de l'eau et d'une façon très sérieuse. Hein. Et effectivement, à la fin de la matinée, j'ai été interpellé par la représentante du milieu médical, quoi, qui m'a dit qu'effectivement, vu tout ce qu'on avait dit et ma prise de parole faisait que on était sur le même combat, quoi. Et je pense que tout ce qui vient d'être dit là, c'est pas des petites entrées, hein. C'est fondamental parce que ça amène les gens à consommer, à se poser des questions, ça met des politiques publiques en marche, comme l'a souligné Pierre. Mais il faut boucler sur la thématique de l'eau. Le bio est indispensable. On a un problème énorme en France sur les pollutions. C'est 75 milliards annuellement pour dépolluer les eaux qu'on met dans la distribution d'eau potable, quoi. Hein, ça, c'est des pollutions issues essentiellement du milieu agricole, au moins à 70%. Donc là, il y a des économies, il y a des gros enjeux, on parle d'économie en permanence, là. Donc il faut effectivement développer la bio aussi bien avec des axes de consommation, de remettre le goût de bons produits dans la bouche des gens, mais il y a cet aspect environnemental qui est fondamental. L'eau, c'est la vie, hein. C'est pas un bien commun, comme on dit vulgairement, c'est un commun. Et c'est aux élus, j'en appelle aux élus, il y en a qui me connaissent bien depuis longtemps, c'est un combat fondamental. Il faut aussi intégrer ça aussi. Et je pense que quand on amène les gens à consommer bio, il faut qu'on fasse un peu de prosélytisme là-dessus, sur cette entrée-là, quoi.
Parce que l'eau, c'est la vie, c'est la biodiversité. Et malgré ce qu'on a pu entendre par quelques élus et représentants des syndicats majoritaires il y a quelques semaines qu'ils ne voulaient plus entendre parler de la biodiversité et tout, ben c'est des paroles d'imbéciles. Parce qu'on fait partie de là. On est constitutif de la biodiversité avec un impact pas négligeable. Et sur l'eau, il faut effectivement que la bio se développe très très rapidement. C'est un enjeu de... C'est pas dans 2 générations qu'il faudra que ça bouge. On a 20 ans grand max pour inverser les leviers d'une façon notable, quoi. Et je pense qu'effectivement, il faut amener les gens à consommer bio, mais l'entrée eau commun à sauvegarder, il faut vraiment la communiquer aussi en parallèle avec ça. D'abord, ça fait partie de notre alimentation. Je pense que tu peux le certifier. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on a vécu ce matin avec notre agriculteur qui nous a reçus. C'est que je vous avoue que je n'avais pas encore bien maîtrisé l'histoire de la plaine inondable, de la zone inondable et autres, mais parce que voilà, je suis de la santé et beaucoup moins de l'agriculture, et que de nous ouvrir, nous, le monde de la santé, à ces responsabilités-là, bien, ça va me mettre un peu plus à l'aise ou pas, peut-être. En tout cas, enfin, si vous augmentez de 90%, je serai complètement à l'aise parce que les sols vont vraiment être de bonne qualité et l'eau aussi, et donc je pourrais dire de reconstituer les biberons à l'eau du robinet sans qu'ils viennent me dire vous êtes sûr que dedans là c'est pas pollué, parce qu'il y a ça aussi. Oui. Bien, merci à tous, merci à la Maison d'agriculture biologique de Charente d'avoir organisé cette journée.